Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de votre émission Bonjour le Bénin. Bonjour donc à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs. Prenez le rendez-vous, mesdames, messieurs, c'est bel et bien votre matinale qui prend donc le pouvoir à partir de ce moment jusqu'à 9h. Aujourd'hui, nous parlerons politique. Dans le paysage politique national, il y a des mutations, il y a des repositionnements, il y a même des tractations. Et puis, au fur et à mesure que l'élection présidentielle approche, les mouvements et partis politiques se font bouger tout simplement sur l'échiquier national. On recevra un politicien ici, oui, pourquoi pas, un responsable de mouvement politique, pour nous parler un tout petit peu de ce que devient, sinon ce que deviennent tous ces regroupements qui, à l'époque, soutenaient l'homme d'affaires Olivier Boko. À l'aune donc de 2026, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va nous en parler. Mesdames, Messieurs, de politique, nous parlerons santé. Vous savez, il est le moteur central qui commande tous les autres organes de notre corps. S'il est bien de prendre soin de son corps, il est primordial de parler et surtout de prendre soin de son cœur. Quels sont ces petits gestes au quotidien qui sauvent la vie, qui nous sauve la vie et qui vous sauve la vie et qui prennent soin de votre cœur? Yasmine Damata et son invité, nous en parlerons dans cette émission. Et vous savez, le Bénin se positionne aujourd'hui comme une destination incontournable. Qu'on parle de tourisme, on parlera dans cette émission d'écotourisme avec Patrick Diossou et ses invités. Et vous le savez, mesdames, messieurs, notre pays est également en mouvement. Et oui, il y a ces hommes et ces femmes qui réussissent et qui se battent à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, Ghislaine Adimi se fera le plaisir de nous faire le portrait d'un success story avec son invité. Vous allez découvrir de quoi il est question. Et vous parlez, mesdames, messieurs, souvent sur les réseaux sociaux. Eh oui, nous sommes un certain nombre à être sur les réseaux sociaux et nous donnons des informations, nous partageons des photos, nous partageons donc des vidéos. Ces informations que nous fournissons sur la toile, à qui sont-elles destinées? Est-ce que cela nous fait toujours du bien? Marvin Promise Aïnadou viendra certainement nous en parler dans cette émission. Et puis après, à la fin, on va parler de revue de presse avec Marcel Arossi. Voilà un peu l'ossature de cette émission aujourd'hui. Et la première célébration, donc, mesdames, messieurs, qui ouvre donc, je dirais donc tout l'espace de Bonjour le Bénin, c'est avec la plus géniale de la rédaction. Vous savez pourquoi je l'appelle la plus géniale? Eh bien, c'est bel et bien Monsi Afouda Agboka, bonjour. Bonjour Alain, belle entrée. Merci, génial. Heureux de vous retrouver. Ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on se croise aux émois par ici. Ah ouais, sur la nouvelle saison. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le numéro 11 de cette nouvelle saison. Et comment vous faites pour rester aussi belle, pimpante chaque matin? Avec des compliments comme les vôtres, ça aide à s'entretenir. Je vous vois venir. Allez, mesdames, messieurs, on va recevoir Génial dans un instant. Ça va être dans le bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Dans un monde en pleine mutation, la jeunesse béninoise et celle de la diaspora refusent désormais de rester loin des décisions qui façonnent leur avenir. La plateforme Notre Voix Compte vient donner la possibilité à tous les jeunes de s'intéresser à tout ce qui touche leur avenir. Le point, ce sera avec Gloria Oni et Françoise Insou. La jeunesse incarne à la fois une force d'innovation, un moteur de changement social pour construire un avenir plus juste, plus durable et plus inclusif. C'est dans cette dynamique de réappropriation citoyenne que s'inscrit l'initiative Notre Voix Compte. Aujourd'hui marque le début d'un voyage où chaque voix, quelle que soit son origine, ses opinions ou sa situation géographique, trouve sa place et son écoute. Dans un contexte africain où les enjeux d'aujourd'hui imposent un engagement de la jeunesse et de la diaspora au processus de restauration de la dignité, de la souveraineté, d'équité et de justice, cette transition intergénérationnelle au Bénin doit passer par l'amélioration de la représentativité des jeunes et de la diaspora dans les instances décisionnelles. L'avenir du Bénin ne peut être bâti durablement sans ses forces vives, sans sa jeunesse et sans sa diaspora.
Mais cette force démographique n'est pas encore pleinement traduite en force politique, économique et sociale. Notre voie compte vise à corriger ce déséquilibre, à promouvoir la justice démographique et à instaurer une équité sociale durable. Notre voix compte part du principe que la jeunesse est mieux placée pour construire une nation. Le Bénin se prépare activement pour accueillir la première édition de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale. Elle démarre ce lundi 29 septembre et a pour objectif de créer un cadre de réflexion, de concertation et de partage d'expériences entre acteurs du droit, de la justice et du monde des affaires en Afrique. Le ministre de la Justice, au micro de Rebecca Kenjaoune et Igor Ayosso, revient sur les enjeux et l'importance de cette semaine. Accueillir la première édition de la SARGIC au Bénin, la Semaine africaine pour l'arbitrage, la justice et l'information commerciale, c'est pour nous un signe fort de confiance et une responsabilité majeure. Cet événement traduit la confiance faite à notre pays et à notre système juridique et judiciaire. Le Bénin a fait le choix d'investir dans l'état de droit, la sécurité juridique et l'innovation institutionnelle. Donc, organiser la SARGIC exprime la volonté du président de la République, M. Patrice Talon, de prolonger cette dynamique et de faire contribuer activement notre pays à l'intégration juridique et économique africaine. Le dialogue des juges garantit l'harmonisation, la prévisibilité et l'exécution des décisions, ce qui est une exigence fondamentale pour les investisseurs. Les modes alternatifs de règlement des différends, dont l'arbitrage, permettent d'alléger la charge des juridictions, d'offrir des solutions adaptées et de réduire les délais de règlement des différends. Enfin, un registre de commerce moderne, digitalisé et interconnecté est un gage de transparence et de fiabilité dans la vie des affaires. Chez nous, cette démarche est complétée par la mise en place du casier judiciaire des personnes morales et bientôt le registre des entités à but non lucratif. Ces leviers conjugués créent un environnement propice aux investissements et renforce la sécurité de notre place. C'est également un moyen d'aligner notre espace juridique sur les standards internationaux, d'assurer une concurrence loyale et qui est une condition indispensable pour attirer les investissements. Donc l'inscription de la question au cœur de la semaine juridique qui s'ouvre préfigure donc certainement des préoccupations qui seront soumises au Conseil des ministres. 10 jours de campagne pour promouvoir la libre expression et la participation citoyenne en milieu féminin. C'est l'objectif du challenge digital La Voix des filles, lancé par le ministère des Affaires sociales avec l'appui de plusieurs partenaires. Ce jeu concours est ouvert à toutes les filles âgées de 24 ans et plus. Le point, ce sera avec Renaud Akakpo et Françoise Insou et Victorine Bondy. Un point de presse pour lancer le challenge digital La Voix des filles. Un jeu concours qui vise à donner la parole aux filles afin qu'elles témoignent de l'impact positif des réformes entreprises par le gouvernement pour promouvoir et protéger leurs droits. Chères filles béninoises âgées de 24 ans au plus, ce challenge est donc le vôtre et vous êtes invités à y participer massivement en réalisant une vidéo d'1 minute au maximum et en l'envoyant au plus tard le 6 octobre 2025 au numéro WhatsApp +229 01 57 29 54 25 dédié à cet effet. 12 prix à gagner à l'issue de ce challenge dont la finalité est de développer le sens de créativité des filles à travers la libre expression. Un jury impartial a été mis en place pour évaluer vos productions et sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui seront récompensées lors de la cérémonie officielle de remise des prix prévue le 15 octobre 2025 à Cotonou. L'initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a reçu l'appui de plusieurs partenaires. Nous sommes heureux d'accompagner le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour le lancement du présent Challenge Vidéo Jiffy 2025, rendu possible grâce à l'implication de tous les partenaires qui portent la cause des enfants au Bénin.
Donc je voudrais encourager toute la population à pouvoir motiver nos filles de toutes les contrées à participer massivement à ce challenge afin que les 12 vidéos les plus sensibles soient sélectionnées partout au Bénin. On serait très content que les 12 vidéos viennent des 12 départements. C'est la première édition pour ce jeu concours qui va mettre en lumière le talent et l'engagement des jeunes filles pour construire un avenir radieux. Le 16 septembre dernier, le président du CES du Bénin s'est rendu à Brazzaville sur invitation de son homologue du Congo. Sa délégation et lui ont été reçus au siège du Conseil économique, social et environnemental du Congo pour 2 jours de dialogue. Victorine Bondé. Nous avons eu l'opportunité d'échanger, de conférer sur les passerelles qui pourraient avoir lieu dans le cadre de l'organisation du FIEF à Brazzaville. J'ai pu partager avec le président de l'UNOC ma vision de cet événement important du FIEF de l'année prochaine qui, au-delà des échanges qui auraient lieu par rapport à l'amélioration du climat des affaires dans nos pays et dans cet espace-là francophone, que nous puissions également prendre en compte la capacité des acteurs de l'économie à pouvoir se projeter dans le partage, à se projeter dans tous les apports qui sont prévus par la ZLECAf pour que réellement il ne soit plus difficile de faire des affaires quand on est un entrepreneur congolais qui veut investir au Bénin, ou béninois qui veut investir au Congo. En gros, c'est que nous devons être en capacité de lever les frontières dans nos têtes et dans la réalité de nos affaires. Intéressons-nous à présent à ce programme de filet de protection sociale productif Gbesoké. Il vise à soutenir via des transferts monétaires les ménages vulnérables. Nous en sommes à la phase pilote et 12 communes sont sélectionnées dans les 12 départements du Bénin. À Zakota, dans le Zou, les bénéficiaires ont reçu leur tout premier transfert. Pierrette Adin aussi. J'ai reçu mon dépôt de 10 000 francs le jeudi passé. Je ne savais même pas que l'argent était venu sur mon compte. Comme cette dame, nombreux sont ces bénéficiaires du programme de filet de protection sociale productif Gbesoké a constaté sur leur téléphone la réception des premiers transferts. J'étais indisposée. Et ils sont venus me faire photo et m'ont donné une carte SIM service. Ensuite, l'État m'a fait un geste qui m'a donné la joie au cœur. Il s'est rappelé de nous qui sommes malades et n'avons personne. Merci au président. Quand j'ai reçu mon argent, je suis allée au marché pour payer les choses que j'aime manger. Sur les 3177 bénéficiaires du jour, 3026 femmes ont touché leur premier transfert monétaire pour un montant estimé à plus de 32 millions de francs CFA. Les bénéficiaires, pour ce que nous avons parcouru, ont tous reçu leur dotation mensuelle et n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement béninois. Alors, ces transferts monétaires mensuels tiennent pendant 6 à 9 mois et qu'ensuite un complément soit fait qui va permettre à ces cibles-là de passer au renforcement ou au début d'une activité génératrice de revenus. Au-delà de cette étape initiale, le programme ambitionne une extension progressive sur l'ensemble des 77 communes du Bénin. Et cette réponse du gouvernement contre l'extrême pauvreté Gbesoké signifie en Yoruba porter haut. Waké, la commune pilote dans le département de la Donga, a aussi enregistré les premiers bénéficiaires. La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance est allée à la rencontre de quelques-uns. Jean-Claude James et Yves Agodopessi nous en disent plus.
À la lecture du message du 18 septembre dernier, Mako Djibril Moussa et son épouse sont dans la joie. Le couple constate le transfert de 10 000 francs CFA du programme Gbessoké. J'étais content que peut-être le président est revenu en arrière pour voir ces populations en ayant l'idée qu'un jour le président ou bien le gouvernement va dépenser sur nous. À Waké, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Donga visite plusieurs autres ménages de cette phase pilote du programme Gbessoké, l'autre nom du social. Sur place, la même bonne humeur était au rendez-vous. Je me suis déplacée personnellement pour venir constater que les transferts monétaires ont effectivement démarré. Ce programme traduit la volonté du gouvernement du président Patrice Talon à bâtir un social inclusif, sécurisé, structuré, efficace et durable au service des populations vulnérables de notre pays. Ces transferts monétaires mensuels-là qui ont démarré aujourd'hui vont s'étendre sur une durée de 9 mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura des appuis consistants au 6e et au 9e mois. Cela va participer à relever économiquement des milliers de ménages qui se trouvent actuellement dans une situation de pauvreté extrême. Je profite de l'occasion pour exhorter au nom de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance les bénéficiaires qui ont déjà reçu les fonds à vraiment faire un usage judicieux, efficient de ces ressources-là. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté. J'étais dans des difficultés par rapport aux fournitures de mes enfants hier. On reconnaît qu'il se souvient de nous. Vraiment, le gouvernement est à féliciter. Le président, M. Guillaume Patrice Talon. Je suis très content d'avoir reçu cet argent. Ça m'a beaucoup aidé pour l'achat des cahiers de mes enfants. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup même. Et je suis en train de prier Dieu pour notre gouvernement, notre président et l'ensemble de ses ministres. Dans cette commune pilote, 1544 bénéficiaires sont retenus, dont 76% de femmes contre 24% d'hommes. Mako Djibril Moussa, Abibou Betemam et Soukaneri Moussa, 3 visages, 3 chefs de famille, un même discours. Le gouvernement du nouveau départ honore ses promesses. Les guépards U17 du Bénin n'auront pas réussi à écrire la plus belle page de leur histoire dans ce tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN. Pourtant bien préparés avec ambition, ils ont vu leur rêve s'arrêter prématurément avec 2 défaites. Autour sur le parcours des cadets béninois, de leurs espoirs à leur élimination, ce sera avec notre envoyé spécial FIFA et Salomé Atalidi Okoundé. Les guépards U17 du Bénin étaient arrivés à Yamoussoukro avec de l'ambition, de l'envie et une vraie détermination. Dès les premiers entraînements, on sentait un groupe sérieux, concentré, prêt à se battre pour décrocher une place à la prochaine CAN U17. Les nouvelles étaient encourageantes. Après le test IRM obligatoire, les 23 joueurs béninois ont tous été déclarés éligibles. Un soulagement qui laissait espérer une compétition sans mauvaise surprise administrative. C'est une première belle victoire, ça montre que toutes les instances sont bien travaillées, aussi bien administratives que sportives. L'état d'esprit était bon, très bon. On a commencé à se préparer il y a un bon moment et on se sent prêt pour cette bataille qu'on a menée. Si vous me demandez sur quoi je mise, je dis que c'est sur notre capacité, notre confiance. Mais voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Premier match contre le Burkina Faso, un duel tendu, équilibré pendant longtemps et puis à la reprise, une petite erreur défensive qui coûte cher. Les Burkinabés ouvrent le score. Et derrière, le Bénin se retrouve en infériorité numérique après un carton rouge infligé à Mohamed Alassane.
Le score ne bougera plus. 1-0. Un coup dur pour l'entrée en matière. Alors forcément, la pression monte pour le deuxième match face au Nigeria. Et là, ça va très vite. Les Nigérians imposent un gros rythme et la défense béninoise craque rapidement. 4 buts encaissés en une demi-heure et le Bénin, grâce au but marqué par Jérémy Zanou, capitaine de l'équipe, réduit l'écart juste avant la pause, mais ce sera trop tard. Score final 4-1. Et une élimination dès la phase de groupe. Je ne vais pas revenir sur les erreurs de mon gardien de but. C'est fait, c'est fait. Il aurait pu être plus attentif et il évitait au fait ça. Mais bon, ça arrive. On apprend et on continue à avancer. Oui, la déception est grande. 2 défaites, 0 points. Mais il faut aussi voir ce tournoi comme une étape d'apprentissage pour ces jeunes. L'expérience internationale, l'exigence du haut niveau, c'est aussi ça qu'on retient. Il y a une certaine expérience qui leur manque. Nous devons, à tous les niveaux, prendre à cœur le championnat des catégories d'âge. Ce qui compte pour moi, c'est l'expérience. Une belle expérience pour nos jeunes guépards. Le ministère fera son devoir en mettant, comme d'habitude, les moyens, jouer sa partition pour que la participation de l'équipe nationale, quelles que soient les catégories, aux compétitions majeures puisse se dérouler, nous permettant bien entendu d'accomplir ce rêve de faire du Bénin une nation sportive. Et c'est tout ce qu'on espère, car le football béninois de demain passe aussi par ces jeunes guépards. Instant découverte, marché ouvert ce lundi, c'est parti. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On espère que vous avez apprécié, vous aussi, Alain. Ah oui, absolument. Comment ne pas apprécier cette belle livraison faite par la plus géniale. Merci beaucoup. Alors, Genève, je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci, à vous aussi. On se retrouve demain. Oui, même cas. Bon, enfin, on soit dans les coulisses, mais bon, le reste. Allez, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on va donc prendre congé de Général Monsia Fouda Boka et puis on va rentrer maintenant dans l'univers politique. Je vais demander à mon invité de venir s'asseoir, le temps donc de lui dérouler ce tapis. Au fur et à mesure que l'on s'approche de 2026 avec ces élections générales, le landerneau politique national connaît des mutations, supputations et parfois même quelques situations un peu délicates. Et parlant justement de situations délicates, on est en droit de se demander aujourd'hui où se situent ces nombreux mouvements qui suscitaient la candidature de notre compatriote Olivier Bokor. Au nombre de ces mouvements, il y avait et il y a toujours, je dirais, les témoins d'Olivier Bokor. Nous recevons aujourd'hui le secrétaire exécutif de ce mouvement pour nous enquérir de ce que devient son mouvement et surtout du sort qui lui est réservé pour 2026. Monsieur Albéric Dagan, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment allez-vous? Très bien. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Comment est-ce que vous vous sentez à l'approche de 2026? Je me sens en fond pour le combat. Ah, pour le combat? Oui. Il y aura donc combat? Je voudrais d'entrée d'abord vous remercier pour l'invitation. Je voudrais d'entrée dire que je suis ici ce matin en tant qu'Albéric Darius Cedro Dagan, même si je suis membre du cadre de concertation d'un mouvement OB, secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier. Je suis là ce matin pour répondre à des polémiques et répondre à vos questions, pour rassurer les militants et donner des confirmations ou des informations. D'accord. On va y aller. Monsieur Dagan, dites-nous, votre mouvement s'appelle Les Témoins d'Olivier Bokor. Votre leader aujourd'hui est en prison. Votre mouvement, il se positionne comment désormais? Je dirais, vous savez, on n'a pas prévu ce qui s'est passé il y a 1 an. Ah oui, il y a 1 an. Et en 2026, nous serons à un tournant de notre vie politique. Okay. On change de chef d'État et il y aura passage du pouvoir entre la jeunesse et les anciens. Ah oui, vous savez déjà que les anciens vont laisser le pouvoir. C'est un passage de témoin.
Quand nous prenons la classe politique aujourd'hui, c'est un passage de témoin. Il y aura des députés qui ne reviendront plus. Il y aura des maires qui ne reviendront plus. Il y aura peut-être des ministres qui ne reviendront plus. Et nous, jeunes là, on doit saisir cette chance. Donc c'est un passage de témoin. Je voudrais vous dire que le mouvement témoin d'Olivier se porte très bien. Qu'on se retrouve bientôt en directoire pour prendre une décision. Alors, est-ce que déjà vous pouvez donner la primeur de cette décision à nos téléspectateurs ce matin? Parce qu'il se dit que le mouvement témoin d'Olivier Bokor, comme les autres regroupements qui soutenaient et qui suscitaient la candidature de ses compatriotes, vont migrer bientôt vers les partis de la mouvance présidentielle ou, pour certains, vers l'opposition. Qu'en est-il réellement? Je voudrais vous dire, rassurer les uns et les autres, qu'en son temps, on va annoncer notre choix. Je voudrais revenir sur une polémique qui a commencé depuis le vendredi. Nous avions commencé des négociations avec l'UPR. D'accord. Le cadre a commencé des négociations avec le parti UPR. Moi, j'ai été exclu de ces négociations-là. Demandez-moi pourquoi. Dites-nous. Parce que déjà en avril, j'ai refusé la main tendue de l'UPR. En avril, j'ai rencontré la haute direction et j'ai dit, je ne fonctionne pas comme ça. Les miens aussi ont dit, c'est pas possible, parce qu'il faut attendre un peu le message des leaders. Parce que nous avions été avec quelqu'un qui peut-être est en prison, dont la famille souffre. Et nous sommes des humains, donc il faut attendre un peu. Après, j'ai rencontré d'autres émissaires, j'ai dit non, je ne suis pas partant. À telle enseigne que quand l'UPR a repris les négociations avec le cadre, j'ai été exclu des négociations. Bon, alors là, on va pas faire polémique autour des problèmes personnels, mais dites-nous, votre mouvement, sinon l'ensemble des mouvements suscitant la candidature d'Olivier Bokor à l'époque, veulent aller vers la mouvance politique. Quand on sait que Olivier Bokor a été quand même très proche du président Patrice Talon, est-ce que quelque part, ce n'est pas logique, même si aujourd'hui il est en prison? J'estime que c'est logique, mais pas une adhésion à l'UPR. Ce que nous avions négocié, nous avions accepté à un moment de négocier notre soutien, d'autant plus qu'on est les premiers à dire il faut la continuité. C'est cette continuité-là qui nous a amenés à soutenir le meilleur ami du chef de l'État. De quelle continuité parlez-vous? Nous sommes prêts pour négocier et peut-être soutenir le candidat de la mouvance, Romuald Badaï. Mais une adhésion, on n'a pas parlé à mon niveau, à mon humble avis. À mon niveau, il ne s'agit pas d'une adhésion. J'ai tellement dit non pour une adhésion que j'ai été exclu, supprimé du groupe adhésion à l'UPR. Je dis ma personne. Et c'est le message des miens aussi ça. Parce que quand il a eu fuite la dernière fois, beaucoup se sont fâchés contre moi. Je dis ma personne, nous sommes pour discuter d'un soutien ou la continuité. Oui, mais si vous ne voulez pas faire une adhésion au parti politique Union progressiste, le renouveau UPR, vous proposez quoi? Quel type de collaboration voudriez-vous mettre en place pour positionner ou repositionner votre mouvement, les témoins d'Olivier Bokor? Vous savez, au cours d'une négociation, tout ne se dit pas dans le public. Nous sommes en négociation, nous sommes preneurs d'un soutien au candidat. Vous savez, nous sommes à 6 mois des élections. Qu'est-ce qui urge? C'est une adhésion à l'UPR ou un soutien au candidat. Ce qui urge aujourd'hui, là, c'est de voir comment soutenir. Si on adhère à l'UPR aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne? Et qu'est-ce qu'on y apporte? C'est la balance, ça. Ce sera du leurre de dire on adhère à l'UPR pour aller aux élections. Les militants de l'UPR sont déjà... Visiblement, votre mouvement est en train de se diviser, là. Et si vous êtes exclu du cadre qui doit négocier avec les partis politiques, quelle sera votre prochaine destination et que pensez-vous faire? Il y a beaucoup de secrets du cadre que je ne voudrais pas déballer ici. Donnez-nous quand même quelques détails. Si vous êtes quand même aujourd'hui, devant les Béninois ce matin. Je peux vous dire que 90% des mouvements du cadre sont pour peut-être un soutien au candidat, mais ne sont pas partants pour une adhésion à l'UPR. En quoi se traduirait ce soutien dont vous parlez? Ce soutien, vous savez, je l'ai dit à quelqu'un, on constitue une force, le cadre de concertation. Et je voudrais corriger quelque chose. Le cadre de concertation, il ne faut pas confondre le cadre de concertation avec mouvement objectif Bénin 2026, OB26. Parce que les gens confondent les deux. Nous ne sommes pas OB26. Il y a OB26, il y a le cadre de concertation des autres mouvements. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du cadre de concertation, se dit
qu'on a plus de force que beaucoup de partis politiques légalement enregistrés. Quand vous prenez par exemple le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor, dont je suis le premier responsable aujourd'hui, en matière de structuration, nous sommes dans tout le Bénin. Les images sont là, les vidéos sont là. Donc nous sommes structurés, nous avons des cellules un peu partout. C'est le cas de plusieurs mouvements. Donc nous constituons une force politique, un plus-value qu'on peut apporter au mouvement, qu'on peut apporter à un candidat. Et nous disons, la main tendue du candidat de la mouvance, nous allons nous asseoir et voir dans quelle mesure accompagne le candidat de la mouvance, mais pas une adhésion à l'UPR. D'accord, ça vous l'avez dit, mais dites-moi, est-ce que c'est l'UPR seul qui vous a tendu la main, la mouvance présidentielle qui vous a tendu la main, ou bien l'opposition aussi voudrait bien que vous soyez de son côté, vu que votre leader n'est plus en odeur de sainteté avec la mouvance présidentielle? Je vais vous retourner la question. Si vous êtes responsable du parti politique aujourd'hui, si vous avez des ambitions avec la force que nous constituons, n'allez pas venir vers nous. Moi, ici, je pose les questions. On ne va pas inverser les rôles. Monsieur Daga. Je n'inverse pas les rôles. C'est humain. C'est humain que les gens viennent vers nous. Tous ceux qui ont d'ambition, c'est humain qu'ils viennent vers nous. Maintenant, c'est à nous, au sein du cadre, après consultation de notre base, de prendre une décision. Vous savez, ce qui se passe actuellement, personnellement, me choque. Parce que je vais vous expliquer, bref, ce qui s'est passé le vendredi. En bref, nous avions tenu une séance où il s'agissait de comment organiser le soutien, où on parlait même de changement. Le soutien à qui? À un candidat, au candidat de la mouvance. Comment accepter, soutenir le candidat de la mouvance. Après, nous avions fini notre séance à 10h. Un journal sort, l'investigateur sort pour dire la coalition des mouvements OB adhère à l'UPR le mardi. Ça, ce n'était pas le cas. Moi, quand on m'a appelé, moi j'ai juste dit, j'ai fait du métaphore en disant, c'était du métaphore, c'était comme l'a fait l'honorable Stokpanou en 2019, quand on lui dit, vous irez voter, il dit, je vote dans tel centre, venez voir si je vais voter ou pas. Moi, on m'a appelé, j'ai fait du métaphore, j'ai dit, ok, c'est comme c'est le mardi, venez au siège de l'UPR, vous verrez, sachant bien que le mardi, la majorité des mouvements ne sont pas partants pour une adhésion. Le mardi, vous parlez de demain? De demain. D'accord. Donc, alors demain, vous allez reprendre les négociations avec l'UPR, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que c'est seulement l'UPR qui vous intéresse, ou bien qui vous a fait la main tendue, ou bien au niveau de l'opposition, on a appelé les mouvements soutenant OB, Olivier Bokor, voilà, de venir à l'opposition? Nous sommes ouverts à toutes sortes de négociations. Ah oui. Nous sommes ouverts à tout le monde. Et nous irons certainement vers le meilleur du cœur. Étant membre du cadre, je parle en mon nom d'abord. Je dis, nous sommes ouverts à tout le monde. Mais nous sommes de la mouvance. Quand vous prenez la majorité des partis, des mouvements, des leaders des mouvements, nous étions tous de la mouvance. Nous sommes pour la continuité. Mais nous aussi, nous avions nos carrières politiques. Nous avions aussi des ambitions. C'est parce que nous sommes pour la continuité que nous avions été chercher le meilleur ami du chef de l'État. Ah, d'accord. C'est parce que nous étions pour la continuité. Maintenant, ce qui s'est passé, ça a impacté. Depuis 1 an, beaucoup de choses se sont passées. Et tel que je le dis toujours aux gens, on aura le temps, tel que le dit le chef d'État, de faire Tchakodi de cette histoire. On aura le temps. Ce n'est pas encore le moment d'en parler. D'accord. Eh bien, on retiendra que le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor est ouvert à toutes les tendances politiques actuellement. Mais que déjà, dès demain, vous continuez des tractations, des repositionnements pardon, avec l'UPR. Non, pas dès demain, parce que ça a été reporté, parce qu'il y a eu fuite. Ah, je le dis, ça a été reporté et il ne s'agissait pas d'une adhésion à l'UPR. Il ne s'agissait pas du tout d'une adhésion à l'UPR. Il s'agissait d'organiser un soutien, de négocier comment nous amener à soutenir le candidat de la continuité. Aujourd'hui, il a eu fuite et c'est malheureux. D'accord. Alors, M. Dagan, quel message voulez-vous apporter aux Béninois aujourd'hui? C'est humain de dire, vous soutenez un homme qui aujourd'hui se retrouve en prison. Vous voulez continuer dans la chapelle politique qui était la sienne. Est-ce que humainement cela se comprend? Est-ce qu'au sein de vos mouvements, quel est le débat réellement que vous faites? Humainement, cela ne se comprend pas. Parce que beaucoup diront que là, en acceptant la main tendue de l'UPR, nous sommes peut-être en train de trahir notre leader. Mais je leur dirais aussi, en politique, la politique est dynamique.
Nous sommes restés fidèles pendant 1 an. Nous nous sommes tus. Nous avions eu la pression. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Dites-nous. M. Olivier Boko ne nous a rien demandé. Il ne nous a même pas donné un seul rond pour susciter sa candidature. Nous avions cotisé entre nous. Et quand des jeunes cotisent entre eux, c'est peut-être de l'investissement. C'est de l'investissement à rentabiliser. Et il y a le tournant de 2026. Quand tu es jeune, tu n'arrives pas à te positionner pour 2026. C'est que pendant tu perds 10 ans. Donc, nous avons intérêt à nous repositionner et pour pouvoir continuer nos carrières politiques. J'ai envie de vous demander, votre leader, c'est vrai, certes, il est en prison, mais il n'est pas mort. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Qu'est-ce que lui il pense de tout ceci? Nous ne sommes pas en contact. Parce qu'on n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Et c'est difficile. Nous conduisons des gens qui sont des gens ambitieux. C'est des jeunes ambitieux. Et c'est parce qu'ils sont ambitieux qu'ils sont rentrés dans ces mouvements-là. C'est très difficile. Nous ne sommes plus en contact avec le leader. Nous conduisons une troupe où les gens ont des ambitions. Les gens ont envie d'aller aux élections. Vous savez, récemment, nous, on a adhéré à la 3e voie. Moi, personnellement. Ah, d'accord. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas pour l'adhésion à l'UPR. Je ne suis pas seul. 4 mouvements de la coalition sont membres de la 3e voie. Et on essaie de positionner les gars pour qu'ils aillent aux élections. C'est parce que les gars sont ambitieux, ils ont envie de tenter leur chance au cours des prochaines élections. Dans ces conditions, quand vous n'avez pas un message du leader, on ne vous dit rien. Et vous avez la pression de ceux qui ont envie de continuer leur carrière politique. Il faudrait faire un choix. Et oui, le terrain politique, c'est vous qui vous y connaissez. Nous faisons notre métier d'information et on informe le peuple. On retiendra donc que vous êtes toujours ouvert à des propositions, quand bien même vous adhérez déjà à la 3e voie qui est, disons, menée par la nouvelle force nationale FNN. NFN, voilà. NFN. Nous adhérons à la 3e voie. Vous voyez, je vous dis, les gens d'ambition, nous venons de partis diverses. Ce n'est pas tous les témoins qui ont peut-être adhéré à la 3e voie. C'est certains parmi nous qui sont partis vers la 3e voie. Tout comme d'autres ont dit, nous on avait une position dans notre parti, nous retournons vers cette position. Au fait, ce mouvement, c'était un foutu. Il y avait même des démocrates dans ce mouvement. Ce n'était pas un parti politique. C'était tous ceux qui aimaient et portaient M. Olivier Boko. C'était un foutu. Par exemple, moi, je suis du BE. Je suis un élu du BE. J'ai perdu ma position peut-être parce que j'étais dans la chambre de la jeunesse, j'étais membre de la chambre de la jeunesse, j'étais coordinateur adjoint de mon arrondissement, mais j'ai perdu cette position-là. Ça a été le cas chez d'autres qui ont été peut-être, qui sont retenus dans leur chapelle politique, voir avec leurs responsables comment se positionner. Donc, ce n'est pas tous les témoins qui sont partis au niveau de... Vous voulez dire les témoins d'Olivier Boko? Ce n'est pas tout. Mais c'est ceux qui se sont dit, peut-être par là, je peux aller aux élections, je peux quand même continuer le rêve politique. Vous savez, c'est difficile de se retrouver à notre place. C'est très difficile. Aujourd'hui, il y a d'autres témoins peut-être qui sont membres de l'UPR qui iront aux élections. Mais dans ces conditions... On dira alors que chacun prend sa route? Non, chacun ne prend pas. Dans ces conditions, ce qui peut encore faire fédérer le mouvement, c'est de soutenir ensemble un candidat. Et comme nous étions pour la continuité, nous avions estimé que soutenir le candidat, peut-être de la mouvance, serait un bon choix. Ce qui permet de rester toujours ensemble pour faire quelque chose, mais pas adhérer à un parti politique. Ça, vous l'avez dit suffisamment. Si vous avez un dernier mot à dire aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez le combat de gladiateurs pour 2026? Et je dirais juste au peuple que 2026, nous allons vivre ensemble le meilleur. Que le meilleur pour ce peuple commence en 2026. Je dirais à nos militants d'être en alerte. Les prochains jours, les prochains mois seront tenses. Parce que nous aurons déjà fait notre choix et nous verrons seulement, on va les situer. Donc, il nous laisse le temps de négocier et de les situer. Merci. D'accord. Merci à vous, Monsieur Albéric Dagan. Vous êtes le secrétaire exécutif du mouvement Les Témoins d'Olivier Boko. Ce matin, vous étiez sur ce plateau pour nous parler un peu des tractations qui se mènent au niveau de votre mouvement vis-à-vis des autres mouvements et partis politiques avec
comme objectif les élections générales de 2026. On vous souhaite beaucoup de chance en tant que jeune politicien. On vous retrouve sur ce plateau. Ici, c'est votre maison. Hein. Venez quand vous voulez, dites-nous seulement si vous avez des informations pour nous. Je viendrai avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup, M. Dagan. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause pour recevoir dans un instant, pour ouvrir, je vais dire, la page santé de cette émission. Et cette pause, on va la demander à notre réalisatrice du jour, Christelle Sabourin. Mais Christelle me fait comprendre qu'on peut embrayer, voilà, avec Yasmine Damata qui va s'installer. On prendra donc congé de M. Dagan. Ce matin, nous parlerons, mesdames, messieurs, du cœur. Mais avant, on va installer Yasmine et son invité avec ce tapis. Retour plateau. Et oui, ce matin, nous parlons du cœur. Oui, c'est vrai, il y a tellement de produits pour prendre soin de son corps. On prend soin du corps du matin au soir, mais est-ce que nous pensons au cœur? Eh bien, le corps est debout parce que le cœur fonctionne. Boum, boum, boum. Ou bien, Yasmine Damata, bonjour. Tout à fait. Bonjour, Alain Sochouma. Bonjour. Bonjour, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour à notre invité qui est déjà sur ce plateau. C'est bien notre Madame Joyce Oumenou. Médecin cardiologue. Bien sûr. Eh bien, fidèles téléspectateurs, comme l'a dit Alain, nous allons parler aujourd'hui du cœur. On a souvent pensé que la maladie d'AVC, c'est souvent attribué aux personnes âgées. Mais de plus en plus, on nous apprend, d'après les statistiques, que de plus en plus de jeunes développent cette maladie. Alors, entre stress, déséquilibre alimentaire, manque d'activité sportive, on se dit, qu'est-ce qui peut causer cet état de choses? Autant de causes qu'on va voir avec notre médecin sur ce plateau, mais avant, je vous invite à suivre cet élément qui nous renseigne un peu sur la maladie. Euphrem, la cinquantaine, a subi sa première crise d'AVC en 2012, suivie d'une récidive 6 ans plus tard. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son cardiologue pour faire un bilan complet de santé. En 2018, ça je me rappelle très bien, il y a un médicament que j'ai négligé de prendre pendant 1 semaine. Et je me suis levé, heureusement que quelques collègues étaient là, j'ai failli tomber, le collègue s'est pris, qu'est-ce que tu as? Et je me suis rassis, ils ont appelé le chef PAC. Ça m'a fait une dizaine de jours d'hospitalisation. J'ai dû passer 3 mois à la maison parce que je ne pouvais plus marcher. Euphrem est un miraculé. Alors qu'il parvient à s'en sortir à chaque fois presque sans séquelles, ce n'est pas le cas pour la majorité des personnes touchées par un AVC. Après les 3 mois passés à la maison, la rééducation avec les kinésithérapeutes, je n'ai plus gardé de séquelles. J'ai commencé par reprendre le boulot. Normalement, il n'y a plus rien. C'est évident que Euphrem est un miraculé. Il a fait 2 AVC. Ces dernières années, un nombre croissant de jeunes sont affectés par ce problème. Selon le cardiologue, il n'y a pas de doute, l'apparition d'un AVC n'est pas liée à l'âge, mais plutôt au facteur de risque. Jeune, il est hypertendu. Il était obèse. Et dans la famille, il y a du diabète. Ce n'est pas une question de vieux. L'AVC n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il y a des facteurs de risque. L'accident vasculaire cérébral constitue une urgence médicale aux conséquences potentiellement catastrophiques. Il est crucial d'être conscient des facteurs de risque car nombreux sont ceux qui peuvent être modifiés. Et vous l'avez vu, hein, Alain Sochouma, autant de facteurs de risque. Quand on les connaît, on peut se prémunir de cette maladie, je dirais. Et sur ce plateau, j'ai bien docteur Oumenou qui fait partie de la Société béninoise de cardiologie. Et justement, d'après les statistiques, il est prouvé que depuis 2000 ans, plus d'une 60aine aujourd'hui de cardiologues sont sur le marché, ont leur clinique et exercent sur le territoire national. Pourtant, on voit que de plus en plus de personnes développent l'AVC et pire aujourd'hui, ça va jusqu'à les jeunes. Pourquoi cet état de choses ? Je vous remercie de vous intéresser à ce sujet qui est quand même une question de santé publique aujourd'hui très importante. Et oui, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont en pleine croissance dans le monde entier, y compris dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Et vous l'avez bien dit, de plus en plus de cardiologues sont disponibles sur le terrain.
Et on diagnostique plus de maladies et d'accidents cardiovasculaires, ce qui est déjà normal quand on prend un premier pan de la question, parce que plus il y a de cardiologues et plus il y aura de maladies cardiovasculaires dépistées, parce qu'autrefois, c'était peut-être des cas de mort subite et on ne comprenait pas pourquoi. Et l'autre chose, c'est que nos pays en voie de développement connaissent aussi la modernisation qui touche tous les plans, y compris leurs assiettes à la maison. Et on se retrouve donc avec une alimentation plus salée, plus grasse, plus sucrée, en parallèle avec l'urbanisation dans les autres pays développés et avec les conséquences qui vont avec, parce que tout à l'heure, en introduisant dans le reportage, il a été dit, on parle de facteurs de risque cardiovasculaire. Oui. C'est un ensemble de facteurs qui concourent ensemble pour participer à la genèse de maladies cardiovasculaires chez les jeunes. Donc, bien sûr, ce n'est plus l'apanage des personnes âgées. Ça sévit dans la jeunesse et les cas se font de plus en plus fréquents. Moi, j'ai bien envie de poser une question au Dr Joyce Oumenou. La question, l'éternelle question que tout le monde se pose, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on ne voit rien venir? Pourquoi ça survient comme ça? Quels sont les signes, les alertes? À quoi devrions-nous faire attention dans notre quotidien? Alors, j'ai bien envie de dire qu'il y a beaucoup de cas où on a même vu venir et on s'est tué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui peuvent agir de façon silencieuse. Par exemple, quand on prend le cas de l'hypertension artérielle, qui est quand même le premier facteur de risque cardiovasculaire, première cause de décès par maladie cardiovasculaire, c'est l'un des facteurs qu'on appelle tueur silencieux. Tout simplement parce qu'on peut être porteur d'une hypertension artérielle et ne rien ressentir. Mais il y a quand même des personnes qui vont ressentir des signes, même s'ils sont subtils, des maux de tête, une fatigue qu'on n'a pas compris, parfois des battements dans la poitrine, une gêne respiratoire qu'on n'a pas compris, une douleur dans la poitrine. Et quand je parle de ces signes, c'est-à-dire des signes d'alerte auxquels on doit faire attention. Et quand on prend le cas de la complication dont tout le monde entend beaucoup parler aujourd'hui, l'AVC, accident vasculaire cérébral, il y en a qui ont eu des signes subtils, le fait de ne pas pouvoir utiliser sa main pendant quelques secondes ou même quelques minutes d'inattention qu'on n'a pas compris, qu'on a juste mis sous le coup d'une fatigue passagère, alors que c'était déjà l'organisme qui envoyait des bips que quelque chose veut se produire. Donc oui, il y a beaucoup de facteurs silencieux, mais parfois le corps envoie des alertes. Puisque c'est silencieux, ces différents signes que vous avez cités, est-ce à dire que dès qu'on a une petite lourdeur dans le bras, on a une migraine exagérée, est-ce qu'il faut forcément à chaque fois voir le cardiologue? En matière de santé cardiovasculaire, il vaut mieux être prudent par excès, si je peux me permettre le terme, parce qu'il faut être à l'écoute de son corps. C'est vrai que le corps, il peut parler bruyamment, mais quand il s'exprime bruyamment, on est déjà vraiment au stade de complication. Un AVC avec une paralysie, ça, c'est des signes bruyants. Mais devant la moindre lourdeur, devant même des engourdissements, des maux de tête persistants qu'on n'a pas compris, il faut aller questionner le cœur parce qu'il peut s'exprimer de façon subtile. Et pour aller au-delà, il ne faut pas attendre de ressentir quelque chose. Parce que tout à l'heure, on a parlé des facteurs de risque qui sont parfois silencieux. Dès qu'on entre dans l'âge adulte, il faut pouvoir faire des check-ups réguliers pour être dans la prévention. Régulier, quelle fréquence? Quand on n'a pas du tout de facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que quand on n'est pas hypertendu, diabétique, et que ce n'est pas héréditaire, on peut se limiter à faire un check-up une fois par an, c'est déjà suffisant. Mais pour quelqu'un qui a un facteur de risque, ça va être plus Yasmine, si tu le permets, docteur Oumenou, dites-nous, souvent on entend les thèmes hypertendu, hypertension. Parlons au Béninois lambda qui ne comprend pas vraiment à quel moment on dit que quelqu'un est hypertendu. Alors, l'hypertension, déjà, pour mieux comprendre ce que c'est, on a tous à l'intérieur de notre poitrine un petit organe là, qui est le cœur, le moteur, qui a pour rôle de nourrir tous les organes à travers des tuyaux qu'on appelle les artères. Et parfois, il arrive que le sang qu'il envoie dans ces artères-là soit envoyé avec une forte pression. Et on parlera d'hypertension artérielle parce que la pression est forte. Et pour mesurer la pression artérielle, qui est en même temps la tension artérielle, on utilise un appareil que tout le monde connaît, le tensiomètre électronique. Quand on prend la tension artérielle, vous voyez, il y a 3 chiffres qui s'affichent. Un premier chiffre, on met souvent SYS, au moment où le cœur se contracte, parce que le cœur, pour jouer son rôle, il fait ce mouvement, il se contracte, il se détend, il se contracte. Quand il se contracte,
c'est un peu plus élevé. On voit le premier chiffre. Quand il se détend, c'est un peu plus bas. On voit le second chiffre. Et ensuite, il y a un troisième chiffre, le nombre de battements qu'il fait par minute. Dès que le premier chiffre atteint la valeur de 140 mm de mercure, ou 14 dans notre langage courant, parce que les gens lisent souvent les deux premiers chiffres, c'est déjà une hypertension artérielle. Dès que le second chiffre atteint le niveau de 90 mm de mercure, ou 9 pour ceux qui lisent en langage courant, c'est déjà une hypertension artérielle. Bien sûr, le troisième chiffre, c'est vrai que ce n'est pas la tension artérielle, mais il faut le noter parce qu'il est en corrélation directe avec la pression artérielle. C'est-à-dire que plus il augmente et plus il y aura un impact sur la tension artérielle. Donc déjà à 14, il y a problème. Oui, à 14, on est déjà dans l'hypertension artérielle. 9 également. À 9, on est dans l'hypertension artérielle. Et souvent, les gens ne font pas attention au 9, mais il est tout aussi important. Parce que je vous dis, c'est le moment où le cœur, il se détend qu'on voit le La preuve, j'ai évoqué juste le 14, pas le 9. D'accord. Alors que les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. D'accord. Alors, on parle généralement de bonne hygiène de vie qui passe par le sport. Et justement, le médecin, tout à l'heure, dans l'élément, nous a proposé de faire 45 minutes de sport. Et pour ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire du sport, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, parlons d'activité physique. Moi, j'aime bien dire à mes patients déjà, chacun choisit ce qu'il aime faire comme activité physique parce que plus on choisit ce qu'on aime faire et plus ce sera facile de maintenir la régularité. Parce que le plus important pour le cœur, c'est de maintenir une régularité. Pour quelqu'un qui ne peut pas aller à 45 minutes, moi je dirais au minimum 30 minutes d'activité physique par jour parce que les seuils qui sont définis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit au moins 150 minutes d'activité par semaine. Donc si j'arrive à répartir 30 minutes par jour sur 5 jours, c'est déjà bon. Classiquement, on dit 30 minutes de marche rapide. Mais pour une personne du 3e âge qui ne peut pas faire 30 minutes de marche rapide d'affilée, il peut faire, il peut saucissonner 10 minutes jusqu'à atteindre le quota. Et encore, par exemple, je suppose que quelqu'un a fait un AVC, qu'il est en fauteuil roulant. Tout à fait, c'est ce cas que je veux bien. Il y aura des types d'activités physiques qu'on va lui proposer pour qu'il puisse quand même bouger. Parce que le plus important, c'est d'éviter l'inactivité physique, le fait de ne pas bouger, qui est complètement différent de la sédentarité. Parce qu'au-delà du fait de faire 30 minutes par jour, il faudra bien retenir qu'il ne faut pas rester assis plus d'une heure d'affilée. Au bout d'une heure, se lever, faire quelques pas pendant 2 minutes et reprendre son activité. Docteur, mais nous, est-ce que la marche compte pour quelque chose dans l'activité physique qui pourrait prémunir la survenue d'un AVC? Bien sûr, la marche, aujourd'hui, c'est même l'activité physique qu'on conseille le plus parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui est plus facile pour tout le monde, pour les travailleurs, pour les commerçants. Pouvoir faire 30 minutes d'activité physique, on choisit de le faire soit le matin très tôt ou le soir parce que quand il y a du soleil, c'est un peu plus contraignant. Et la marche rapide, c'est un exercice parfait pour le cœur. Donc, c'est ce qu'on a tendance à plus conseiller. Mais bien sûr, la personne peut danser, il peut faire de la natation, il peut faire quelque chose qu'il aime. Mais non, je voudrais qu'on parte sur l'exemple d'une personne qui fait du sport, qui joue au football, mais pourtant a fait un AVC. Comment l'expliquer? Alors oui, comme on avait dit au départ en introduisant, les maladies cardiovasculaires et les accidents cardiovasculaires, c'est un ensemble de facteurs qui agissent ensemble. Donc c'est vrai que parmi ces facteurs-là, il y a l'inactivité physique, mais il y a plein d'autres facteurs. On a vu des sportifs ou même des gens qui travaillent dans l'armée, par exemple, donc qui ont un rythme d'activité physique très soutenu, faire des AVC, parfois parce qu'il y avait une hypertension artérielle qui n'était pas connue. Et parfois, il y avait un diabète qui n'était pas connu. Il y a encore d'autres facteurs de risque. Ça peut être dans l'assiette. Et après, il y a... Donc, c'est tout un ensemble qui fait la prévention. Ce n'est pas un seul... Ce n'est pas un seul facteur. C'est tout un ensemble. Et ces points-là, on doit pouvoir agir sur eux concomitamment. Et quelles sont les habitudes simples et efficaces que la population, nos jeunes peuvent adopter aujourd'hui pour éviter de faire un AVC? Vous faites bien de poser la question parce qu'avant d'aborder ces habitudes-là, j'aimerais que tout le monde retienne que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité, mais 80% sont évitables grâce à ces habitudes dont on va parler. D'accord. Ça passe par l'alimentation, pouvoir avoir une alimentation équilibrée. Et quand je parle d'alimentation équilibrée, moi, je vais demander aux gens de plus se tourner vers nos aliments locaux parce que quand j'observe dans les assiettes, plus c'est produit localement et plus c'est sain. Les conserves, par exemple, on va vers de l'alimentation trop salée et parfois trop grasse.
On commence souvent par la réduction du sel parce que tout à l'heure, je disais l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire. Et entre le sel et l'hypertension artérielle, il y a une relation qui est très directe. Plus c'est salé dans l'assiette et plus la tension artérielle aura tendance à augmenter. Donc, pouvoir réduire le sel, c'est très important. Classiquement, l'OMS dit qu'il ne faut pas excéder 5 grammes de sel par jour. Et quand on dit 5 grammes, ça correspond à 5 pincées comme ça. Mais quand on regarde dans ce qu'on mange tout au long de la journée, parfois on excède 20 grammes. Mais est-ce qu'on peut éviter carrément de manger du sel? Non, on ne va pas contraindre les gens d'éviter de manger du sel parce que... Les nourritures risquent d'être fades. Hein? En tout cas, c'est pour se protéger. Le but n'est pas de retirer le goût dans l'assiette. J'ai déjà vu des patients qui m'ont dit, j'ai vu telle personne qui conseillait en alimentation équilibrée qui m'a dit retire tel. Et aujourd'hui, quand je mange, je ressens plus de goût. Ce n'est pas le but parce que ça va être contraignant et personne ne va suivre cela. Donc, pouvoir réduire progressivement le sel dans son assiette, réduire le gras aussi parce que qui parle de gras, en excès par d'accumulation de mauvais cholestérol dans les artères, ce qui peut boucher le passage. Imaginez que c'est une artère qui conduit le sang au cerveau qui est bouchée, il y aura un AVC ischémique. Donc, réduire le gras, et ce, dès la petite enfance, parce que les dépôts qui s'accumulent dans les artères, qu'on appelle athérosclérose, c'est un processus qui se met en place depuis la petite enfance. Figurez-vous que déjà dès l'âge de 5 ans, si l'enfant a une alimentation qui est trop grasse, on peut déjà avoir de petites plaques d'athérome qui vont se déposer. Alors, docteur Ouenou, j'aimerais bien qu'on revienne ou bien qu'on attende légèrement sur ce point-là. Parce que parfois, l'information générale, les gens disent, c'est des enfants, laissez-les prendre des bonbons, du sucre, ils peuvent prendre tout ce qui est salé et surtout, vous savez que dans nos cantines ou bien dans certaines cantines des écoles, les saucisses, sans vouloir jeter la pierre aux importateurs de saucisses, ça se retrouve dans tous les plats. Et on se dit, comme ils sont de jeunes enfants, ils n'ont pas de problème. Quand ils vont grandir, ils auront le temps d'évacuer tout ça. Qu'en est-il réellement? Dites-nous. Alors, ce mode de pensée-là, ce n'est pas du tout le bon, parce que les grosses complications cardiovasculaires qu'on observe, tout à l'heure j'ai parlé de l'AVC ischémique ou encore l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, ça passe par ce processus qui est l'athérosclérose, le fait que des plaques se déposent dans les artères, ces tuyaux qui sont censés nourrir les organes, et quand les plaques là prennent du volume, à un moment donné, ça peut boucher. Et ces plaques-là ne se constituent jamais du jour au lendemain, c'est sur plusieurs années. Et tout à l'heure, je disais, dès l'âge de 5 ans, les plaques d'athérome peuvent commencer à se mettre en place. Donc, c'est inquiétant, là. Oui, un enfant qui a mangé trop gras, depuis qu'il avait trop gras, trop sucré, trop salé, à 30 ans, non, mais j'exagère, à 25 ans, s'il développe une hypertension artérielle et qu'il fait un AVC, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que si jeune? Il a eu le temps d'empoisonner son organisme. En griffe, on a téléchargé les complications depuis l'enfance. Mais docteur, quand on parle du sucre, ce n'est pas seulement cette poudre-là qu'on met, il y a aussi les bouillons de cubes qui sont remplis de sel, non? De sel, tout à fait. Comment est-ce que nos mamans peuvent manager pour qu'il n'y ait pas trop de sel en ajoutant tout ce qu'elles ajoutent là? C'est vrai que ça, c'est une recommandation. Quand on l'a fait, elle a du mal à passer. Il y en a même qui vont vous répondre, ma grand-mère a consommé du cube jusqu'à l'âge de 90 ans. Ils vous diront même ces cubes blancs-là que nos parents consommaient au village. Tout à fait, tout à fait. Alors que... il faut faire attention. Chaque organisme est unique. Peut-être qu'elle a consommé jusqu'à 90 ans, qu'elle n'a pas fait d'AVC. Et quelqu'un qui en consomme pas à la quarantaine aura eu un AVC ou une crise cardiaque parce qu'il y a dedans les conservateurs, donc tout ce qui va avec. Et il y a beaucoup de sel. Et il y a même des gens qui vraiment vous disent, cache, moi, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas laisser tomber le cube. À ces gens-là, on a été obligé de dire, par exemple, OK, mettez-en un peu et puis laissez le sel. Parce que, comme je dis, le combat, parfois, c'est rude, quoi. Dis aux gens, bon, tu en retires complètement le goût. Ils vont zapper tous les autres conseils que vous leur donnez. Mais c'est quelque chose qu'on doit commencer par implémenter dans l'assiette depuis l'enfance pour que les gens ne s'habituent pas à ce goût-là. Parce que celui qui a mangé trop de bouillon depuis qu'il était enfant et après on donne des conseils, la femme commence par préparer sans bouillon, il peut avoir du mal à s'habituer. Mais il y a des astuces toutes simples. On a beaucoup d'épices qui peuvent remplacer valablement les bouillons. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de plus en plus des bouillons qui sont produits localement à base de nos épices. Donc on a ces astuces-là.
dans nos assiettes qu'on peut utiliser à la cuisine et remplacer valablement les bouillons. Le poisson séché moulu, les viandes séchées moulues, les crevettes séchées. Ah, mais docteur, il y a tellement à dire, Yasmine. Alors, je crois qu'on va sortir un peu de l'alimentation parce qu'on a assez vraiment... Il va falloir que vous reveniez sur ce plateau avec ce thème-là. Oui, on va en parler. Vous savez pourquoi? J'ai vu sur les réseaux sociaux, le docteur Oumenou vient de l'évoquer, il faut des petits poissons, des choses comme ça. Mais docteur, dans ces petits poissons-là, les gens mettent biscuits. Ils mettent même coulis-coulis, ils mettent galettes d'arachide, ils mettent tout et n'importe quoi. Finalement, on veut enrichir qui, on veut tuer qui. Je crois que on va inviter un nutritionniste pour mieux nous en parler. D'accord. Et avec le cardiologue, vous en avez fait la promesse. Hein? Oui, je le ferai. D'accord. Sans souci. Maintenant, docteur Oumenou, on va sortir un peu de l'alimentation. Il paraît que le stress et le manque de sommeil aident également à avoir des complications liées à son cœur. Alors, comment gérer cet état de choses, le stress, le manque de sommeil, comment gérer, de sorte à ne pas faire un AVC? Alors oui, ça fait partie des facteurs majeurs, c'est ce facteur-là que vous abordez, qui sévit actuellement dans la jeunesse. Et moi, à mon quotidien, j'aime bien rappeler aux gens qu'il faut freiner. Parce qu'aujourd'hui, le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est démontré scientifiquement. Le stress à lui seul, et quand je parle du stress, la mauvaise qualité de sommeil y incluse, parce que ça fait partie des facteurs qui génèrent du stress dans l'organisme. Le stress à lui seul peut favoriser l'installation d'une hypertension artérielle, on en a parlé. Le stress à lui seul, à travers une forte émotion, peut favoriser la survenue de complications. Et des cas comme ça, il y en a eu beaucoup. Il y a déjà eu un diplomate célèbre au Nigeria qui a perdu la vie devant un match de football, simplement parce qu'il y a eu un pénalty contre l'équipe qui supportait. Il y a déjà eu des AVC qui sont survenus au cours d'une violente dispute. Et les gens n'ont pas compris qu'en fait, c'est la forte émotion là qui s'est greffée à un autre facteur pour la survenue de la complication. Donc, le stress aujourd'hui fait partie de nos vies. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on veut l'éviter parce que c'est une réaction normale de l'organisme. Une réaction de l'organisme face à une situation qu'il juge comme inconfortable. Donc, comment gérer ça? Comment gérer? C'est déjà d'apprendre que les situations inattendues, imprévues ou qui ne nous arrangent pas, ça fait partie aussi de la vie. De petites astuces, quand c'est un stress aigu par exemple, pouvoir pratiquer de la respiration profonde, inspirer profondément. On fait comment, docteur? On fait comme ça? Voilà, vous le faites déjà bien. Lentement. On peut faire ça au réveil 5 à 6 fois, ça permet d'être détendu. On peut le faire le soir, on peut le faire à tout moment de la journée. La marche, tout à l'heure, on parlait d'activité physique, c'est un très bon moyen de gérer le stress. Quand on marche, ça permet d'évacuer en griffe les émotions négatives. Une alimentation équilibrée, rire souvent, sourire à la vie. Ah ouais, c'est vrai. Mais la partie du sommeil, est-ce qu'on peut finir par la partie du sommeil? Une bonne qualité de sommeil, au minimum 6 à 8 heures de sommeil par jour. Sachant qu'en étant au lit, il faut éviter d'être avec les écrans. C'est ce que j'allais dire, docteur, mais non, parce que les gens sont dans leur lit, ils font comme ça, et puis ça va, puis le temps de regarder les 2 heures du matin. C'est un piège, parce que ça stimule le cerveau, la lumière bleue qui est là, et ça ne favorise pas l'endormissement. Allez, on va revenir sur ce plateau avec cette thématique-là, parce que c'est important, c'est des choses qui sont d'actualité. Docteur Oumenou, on aurait bien aimé continuer, mais le temps ici, c'est la denrée qu'il faut gérer. Hein? Et donc, Yasmine, on va Merci continuer. beaucoup, docteur Oumenou. Joyce, vous êtes médecin cardiologue, vous faites partie de la Société béninoise de cardiologie. Tout à fait. Voilà. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez également pris note. Il y a eu des astuces, il y a eu des solutions pour éviter de faire un AVC, pour protéger votre cœur. Les solutions sont déjà données avec notre médecin. On vous dit de vous reposer. Oublions tant soit peu votre téléphone portable, les écrans. Éloignez-les de vous. Dormez bien. Essayez de gérer votre stress. Ayez surtout une bonne hygiène de vie et vous êtes sûr de vivre longtemps. Et oui, nous, tout ce qu'on vous demande, mesdames, messieurs, c'est de vivre longtemps pour nous suivre. Nous aussi, on veut bien vivre longtemps pour continuer par vous servir. Et de l'un dans l'autre, on va mettre on est tous concernés, on va mettre ces astuces à contribution, en exercice, en application, voilà, pour mieux vivre sur la terre des hommes. Et parlant de mieux vivre, nous, on va faire une pause et puis on vous revient. Retour au plateau, mesdames, messieurs, nous parlerons ce matin de tourisme dans notre pays. Je le disais en introduction, le Bénin a fait l'option d'être une destination pour le monde entier. On veut venir découvrir le Bénin et pour découvrir le Bénin, il faut bien qu'il y ait quelque chose à regarder. Et donc, l'écotourisme aujourd'hui se
se positionne comme l'un des leviers sur lesquels le gouvernement béninois compte vraiment pour que le Bénin soit visité par des touristes. Alors, Patrick Diossou, ses invités, et sinon nos invités, vont nous parler de la position aujourd'hui du Bénin en matière de tourisme. Mais avant, voici le tapis. On va quand même les installer dans Oublie Christelle. Événement à la une. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour Alain Sochoubin, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, ce matin, vous avez choisi de nous parler de l'écotourisme. Oui, l'écotourisme. On commence déjà par dire que le 27 septembre 2025, le samedi dernier, était la journée consacrée au tourisme. C'est la journée internationale du tourisme. Et cette année, le thème retenu, c'est tourisme et transformation durable. Donc, c'est de l'écotourisme qu'il s'agit. Pour parler de l'écotourisme, nous sommes allés vers certaines personnes qui sont déjà impliquées dans le tourisme et dans l'écologie. Nous sommes allés voir une dame que vous connaissez déjà depuis des années. Elle parle de sachet zéro ou de zéro sachet ou de sachet. Elle est une activiste mordue de la chose naturelle. Oui, donc elle va nous parler, elle va partager avec nous son expérience par rapport à cet écotourisme qui a glissé maintenant vers du tourisme pour valoriser les mets locaux, pour valoriser l'artisanat local. On glisse légèrement vers le consommant local. Voilà, totalement. Et donc, on est en train d'entrer dans le mois du consommant local. Ouais. Et on va... c'est dans 2-3 jours. Oui. On ouvre déjà le plan, on ouvre déjà la page pour le consommant local. Elle s'appelle Sandra Idossou. Bonjour. Bonjour, je suis contente d'être là. La deuxième personne, c'est le directeur exécutif ou le directeur technique de l'ONG Eco Bénin. L'ONG qui travaille sur l'écologie au Bénin depuis 25 ans. Une ONG qui a fêté ses 25 années de travail, ce n'est pas peu. On peut dire que ce sont des experts finalement. Oui, ce sont des experts. Une ONG dont le coordonnateur se prénomme Gauthier et le vice-président du conseil d'administration se prénomme Gauthier aussi. Mais lui qui est en face de nous, c'est l'ange Michael. Michael. Heureusement, sinon j'allais dire que c'est un club de Gauthier finalement. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici. Alors, nous allons parler donc du tourisme. Mais nous allons commencer d'abord par planter le décor en parlant de la marque pays. La marque pays pour le Bénin, c'est le Bénin, un monde de splendeur. Et Saint-Tiche Quimpon nous en a parlé dans cet élément qu'elle a fait justement pour la Journée internationale du tourisme. Nous suivons l'élément. Le Bénin, terre de mémoire et d'avenir, vous ouvre ses portes. Le Bénin vient de dévoiler sa marque pays, un monde de splendeur, avec en avant les multiples atouts entre nature, culture, art, tradition et hospitalité. Aujourd'hui au Bénin, la vision d'un tourisme durable prend forme, valoriser l'économie locale, protéger l'environnement et offrir aux visiteurs un accueil respectueux des communautés. Le tout pour faire du tourisme un moteur de croissance, mais aussi un levier de transformation sociale. À l'heure où le monde aspire à voyager autrement, le Bénin s'affirme comme une destination responsable où chaque découverte se vit en harmonie avec la nature et les populations locales. Célébrer la Journée internationale du tourisme, c'est donc célébrer aussi l'avenir d'un pays qui fait le pari de la transformation durable. Oh, que
que c'est beau, Patrick Jossou. C'est tellement beau. C'est très beau. Je voyais Sandra Idosso s'exclamer. Oui. Sandra, c'est trop beau. Oui. Notre pays est beau et ça fait juste plaisir que maintenant on le révèle au monde. Parce que nous, on le savait déjà. Enfin, c'est pas une révélation en tout cas pour moi. Je savais que le pays était beau. Je savais qu'on avait de belles choses, des richesses incroyables à découvrir. Nous-mêmes, malheureusement, nous-mêmes, on ne connaît pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui donne la fierté que le monde découvre enfin que nous avons de belles choses à leur montrer. Et donc, bien évidemment, en parlant d'écotourisme et en montrant toutes ces richesses qui parlent de patrimoine, qui parlent de développement durable, parce que voilà, l'écotourisme, c'est aussi un tourisme qui tient compte du développement durable et donc de la préservation de la nature. Et donc, c'est quelque chose qui fait vraiment très plaisir. Il faut bien vivre, mais il faut penser à la génération qui arrive. Exactement. Il faut que quand les touristes arrivent, ils sachent que nous devons préserver ce que nous avons. Les touristes viennent pour découvrir justement tous ces aspects naturels que nous avons, parce que dans les autres pays, là, bon, il n'y a plus rien de naturel. Hein? Donc aujourd'hui, on en a encore et donc on peut en être fier. D'accord. Oui, en être fier, vous êtes fier aussi à Eco-Bénin. À Eco-Bénin. Oui, vous avez 25 ans de pratique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez avec le monde, un monde de splendeur, le Bénin, un monde de splendeur? Déjà, je voudrais féliciter le gouvernement qui a fait preuve de volonté, qui a mis les moyens et qui travaille activement à rendre visibles nos patrimoines culturels comme naturels. Et par exemple, près de 1 000 milliards de dollars ont été investis dans le secteur. La marque pays, vous l'avez présenté tout à l'heure. Oui. On note également une méthodologie, une structuration claire dans la promotion de la destination Bénin. Et c'est une fierté pour nous de voir que le combat que Eco-Bénin a commencé depuis 25 ans et c'est maintenant, et que le gouvernement prend le relais pour aller beaucoup plus loin que ce qu'une simple ONG peut faire. Et moi, c'est vraiment une fierté pour moi de voir cela. Et en même temps, pour moi, c'est également le lieu de présenter quelques résultats que nous avons eus, puisque depuis 25 ans, nous sommes actifs dans le secteur, à travers, par exemple, la création de plus de 30 circuits écotouristiques qui valorisent l'authenticité. 30 circuits. On va revenir sur ça parce que c'est énorme. Les coordonnateurs, ils en ont parlé, on va revenir sur ça. Mais je voudrais d'abord qu'on fasse un tour encore vers Sandra, qui a eu une idée géniale le jeudi dernier. Le jeudi, elle a mis en branle un concept spécial. Ce concept nous sera présenté par Ariane Da Silva. C'était le jeudi 25/9/25. D'accord. Bonne ambiance, dégustation de mets, exposition de produits locaux et visite de stands. Bienvenue à l'apéro des artisans. Ici, on peint, on présente ses produits aux visiteurs et on élargit son carnet d'adresses. L'apéro des artisans est un concept sur mesure pour valoriser la créativité locale. Un événement qui allie promotion du local et valorisation des talents. Cette fois-ci, je propose une œuvre avec la peinture acrylique. Ça aborde le sujet du rire comme une résilience. Seulement une minute de rire peut faire que quelqu'un oublie tout ce qu'il a de mal, tout ce qu'il a comme souci. Nous proposons de la viande de bœuf séchée sous forme d'amuse-bouche, le kilichi, qui s'accompagne très bien avec du vin, du whisky. Donc on promeut la destination Bénin, mais on a décidé depuis 8 ans de travailler sur notre sodabi, que nous essayons de prendre aux jeunes du village, on leur donne des ressources, ils travaillent la terre et ils continuent de produire pour nous. J'apprécie vu que je suis trempée dedans depuis longtemps et je suis fière de l'être.
et surtout de toujours participer dans des événements comme ça. L'apéro des artisans, c'est un rendez-vous mensuel. Il se tient tous les derniers jeudis du mois. Eh oui, qu'est-ce que c'est beau. Oui, Sandra Idosso, vous êtes sur ce plateau. Comment est-ce que vous arrivez à combiner toutes ces idées-là? C'est-à-dire qu'on découvre le pays et puis on découvre le pays dans les œuvres des artisans, mais aussi dans le plat. Pour moi, c'est une suite logique. Oui. Pour moi, on ne peut pas découvrir le pays sans découvrir son artisanat, sans découvrir son art, sans découvrir sa gastronomie. Et donc, pour moi, c'est vraiment une suite logique. Et alors, pour corriger, ce n'est pas maintenant qu'on l'a lancé, cet apéro. Ça fait plus d'1 an qu'on le fait tous les derniers jeudis du mois. Donc, chaque mois, c'est un rendez-vous chez Couleurs d'Afrique où nous réunissons des artistes, des artisans venus de plusieurs coins du pays pour montrer leur talent, pour montrer leur travail. Et à chaque édition, nous mettons de la musique parce que quand on parle d'art, quand on parle de patrimoine culturel, c'est aussi la musique locale, c'est aussi cette édition, on avait eu une autrice qui dédicaçait son livre sur le Bénin, on a eu un slammer. Bref, c'est un rendez-vous pour montrer que le tourisme n'est pas seulement un tourisme dans les grands hôtels. Le tourisme, c'est celui qui amène la population locale à tirer bénéfice de cela. Le tourisme l'écotourisme, c'est celui qui a un impact sur les populations. Et donc, ce rendez-vous que nous organisons, malheureusement sans accompagnement, il faut que je le dise, est un rendez-vous qui nous tient à cœur parce qu'à chaque édition, nous avons une vingtaine d'artistes, d'entrepreneurs, d'agripreneurs, des gens qui viennent. Là, par exemple, jeudi, il y avait eu de Maïmaï qui est venu de Kpaou. Oui. On avait eu le vieux Benoît qui a amené ses paniers d'Avrankou. Et pour moi, le tourisme, c'est ça. C'est amener les visiteurs, mais aussi le béninois, parce que souvent, quand on parle de tourisme, on a l'impression que c'est seulement ceux qui sont... J'allais le dire, et cette question, j'allais la poser justement à M. Kpadonou, Michael. On a l'impression que dans l'imaginaire social commun, je vais dire, l'affaire de tourisme, c'est pour les nantis. C'est-à-dire qu'il faut être rassasié avant de penser au tourisme. Comment est-ce qu'on peut arriver à corriger cette image de la tête des concitoyens béninois? Alors là, il me vient en esprit le premier voyage touristique que j'ai effectué, c'est seulement l'année passée avec mes enfants. Je suis à Éco-Bénin depuis un certain moment quand même. Et jusqu'à maintenant, tous les matins, ils me répètent ça. Quand est-ce qu'on repart? Quand est-ce qu'on repart? Et nous avons travaillé à Éco-Bénin à mettre en place une diversité de circuits écotouristiques dont les visites sont à portée de tous et il ne nous reste plus. Oui, mais le Béninois, lui, il veut régler les problèmes existentiels d'abord avant de prendre la route pour découvrir le pays. Hein. Comment est-ce qu'on va réussir à corriger ça? Alors, en fait, moi, je pense que nous avons déjà commencé quelque chose avec le gouvernement qui promeut le pays, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi de notre pays. J'ai entendu Madame Sandra dire tout à l'heure que c'est beau, c'est joli le Bénin. Les initiatives que Couleurs d'Afrique promeut également nous montrent déjà que nous avons beaucoup de patrimoine, beaucoup de trucs authentiques à visiter au Bénin. Et je pense que c'était ces éléments qui manquaient, qui devraient nous amener à prendre la décision d'aller. On ne connaissait pas. Personne ne nous montrait comme ça le pays. Oui. Et là maintenant, partout où on passe, on voit que tout près de chez nous, il y a quelque chose à visiter. On voit qu'il y a un patrimoine gastronomique qui est tout près de chez nous. J'ai un ami qui me soufflait pas plus tard que le vendredi dernier, qui me disait le centre qui est à Tropokoji, ce centre culturel est là depuis des années, mais je n'ai jamais su, j'habite dans le même quartier. Pourtant, au centre, il y a tellement de choses à voir, Yasmine Damata. Oui, au centre, il y a beaucoup de choses. Et avant, en fait, on faisait même des activités culturelles là-bas. Il y a même des artistes qui faisaient leurs prestations là-bas. Oui. Aujourd'hui, moi, je me demande, ça devient quoi? Mais ce qui m'attire le plus, c'est l'événement de Sandra Idosso,
où aujourd'hui, on a la possibilité de découvrir tout ce qu'on a au Bénin en un seul endroit. Et surtout le côté gastronomique de la chose. Et je vous vois venir. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'en fait, d'habitude, on le découvre dans les régions, on sort. Mais là, ils nous ramènent dans un local, en plein cœur de Cotonou. Et ce qui est fantastique, c'est dans la rue qu'on le découvre. Pourquoi la rue? Alors, pourquoi la rue? Parce que c'est une façon innovante de célébrer le Made in Bénin, de célébrer l'art et l'artisanat. Alors, j'ai vu dans les rues de New York, il y a quelques années, un événement comme ça de soir, où en quelques heures, le boulevard se transformait en un lieu de spectacle. Exactement. Et donc, j'ai rêvé de cela et je me suis dit, comme là où nous sommes situés, bon, il y a juste un petit tronçon où il n'y a pas beaucoup de passages et donc on a demandé l'autorisation à la préfecture et donc tous les derniers jeudis de 18h à 21h, donc c'est 3 heures de temps, on est là et il y a des slammers et c'est bien parce que, comme je dis, les gens viennent, on danse sur le boulevard pendant les travaux parce que la route et le boulevard étaient bloqués. C'était aussi maintenant c'est libre. Maintenant c'est libre. Bon, on jongle encore avec des véhicules. On peut même amener sa chaise, s'asseoir et regarder le spectacle. En fait, c'est ça. Notre idée, c'est d'amener les Béninois d'abord. Et ça, je voudrais vraiment insister pour dire que si nous ne comprenons pas l'importance de consommer local, si nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le tourisme domestique repose sur nous. On a vu quand il y a eu le Covid, tous les pays étaient fermés. Oui, tout à fait. Mais tous ces acteurs de tourisme, beaucoup ont fermé porte parce qu'en dehors des étrangers, il n'y avait pas de Béninois qui y allaient. Et donc, c'est important que nous comprenions que nous pouvons sortir de chez nous, sortir le jeudi soir, aller découvrir un artisan qui est venu d'Avrancourt, aller découvrir, la dernière fois on a eu quelqu'un qui est venu de Djougou, à un seul endroit, ça ne nous coûte rien. À la limite, ça nous enrichit et par rapport même à ce que le métier a dit tout à l'heure, tout ce que nous devons faire pour prendre soin de nous, c'est aussi ça, être bien dans la peau et dans la tête. Voilà. Et surtout rire parce qu'on verra d'autres personnes. Exactement, rencontrer des gens et donc pour nous, c'est un rendez-vous capital et même si on n'a pas les moyens, on n'a pas le soutien, j'espère que maintenant... Monsieur Padonou, moi j'ai envie de vous demander, au-delà des circuits touristiques que vous mettez en exergue dans notre pays, quelles sont les autres activités auxquelles les Béninois peuvent adhérer au niveau de Éco-Bénin? Alors, Éco-Bénin structure ses actions autour de 2 grands axes. La promotion de l'écotourisme, vous l'avez dit, mais également la promotion de l'éco-développement à travers des initiatives qui visent à préserver notre patrimoine naturel, la biodiversité. Nous avons par exemple travaillé à la mise en place de 2 aires communautaires de conservation de la biodiversité dans les zones de mangrove du Bénin. Et nous avons également travaillé à la diffusion de foyers améliorés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l'exploitation des bois de feu. Et puisque nous sommes dans le tourisme, nous avons beaucoup œuvré pour l'émergence. Et ce dont vous parlez là, on le voit à l'antenne, avec la complétude de la maintenance, on voit un peu les activités que vous menez au niveau de l'écotourisme. Dans le domaine du tourisme, puisque nous sommes en train de parler de tourisme actuellement, nous avons travaillé à la première table ronde de l'écotourisme qui a commencé par mettre l'écotourisme en lumière et les acteurs autour de l'écotourisme en lumière. Cela nous a permis de mettre en place maintenant un label Bénin Tourisme équitable qui permet de labelliser la qualité des circuits, la qualité des offres écotouristiques que nous avons dans le pays. Et puisque le capital humain est important pour promouvoir notre destination, nous travaillons activement également à travers un centre, le centre Novillon à Grand Popo, que nous accompagnons à former la jeunesse à l'écotourisme et à tous les métiers qui sont liés au tourisme. Monsieur Padonou, Patrick Diossou, avant d'aller sur votre dernier élément visuel qui est programmé, j'aimerais poser cette question à monsieur Michael Padonou.
Le Béninois se lève, il va au boulot, il reste dans l'embouteillage quelques minutes, il retourne à la maison et puis il mange, il dort. Même ce qui se passe au quartier, le nouveau bar qui vient d'ouvrir, un petit spectacle pas des jeunes du quartier, il n'est pas intéressé. Vous qui travaillez dans le secteur, est-ce que vous avez une action pour amener le Béninois lambda à commencer par s'intéresser à la découverte de son pays, ne serait-ce qu'à commencer par à proximité de sa maison ou de son lieu de travail? Merci beaucoup. Ça tombe bien, nous sommes en train d'entrer dans notre nouveau plan stratégique 2025-2030 nommé Nature et Communauté Résiliente 2030. Et nous avons tout un programme pour promouvoir les circuits écotouristiques du Bénin, développer d'autres circuits et également promouvoir le tourisme domestique en développant des offres et des possibilités adaptées à notre contexte. On sait que pour faire sortir quelqu'un de chez lui, il faut lui montrer l'importance pour lui de se lever, l'importance pour lui d'aller tout près pour visiter quelque chose. Et nous avons de l'expérience en cela et nous allons nous orienter davantage vers nos compatriotes pour les faire découvrir ce monde de splendeur qu'est le Bénin. Oui, un monde de splendeur qu'est le Bénin. Je vous recoupe d'abord. Il faut qu'on suive cet élément avant de continuer. L'élément qui parle, qui fait un peu comme un genre de bilan du travail qui a été fait par Eco Bénin en 25 ans. Il y a 3 personnalités qui vont intervenir, le coordonnateur de l'ONG, le vice-président. On va sur l'élément pour se faire une idée? Oui. D'accord. On y va. On va revenir sur l'élément de Patrick Diossou, voilà. A osé croire que l'on pouvait concilier la préservation de l'environnement avec le développement économique et social des communautés locales. Nous étions encore en stage d'agronomie à l'université d'Abomey-Calavi. C'est ainsi qu'est né Eco-Bénin, avec pour mission de promouvoir des solutions touristiques locales, durables et inclusives face aux défis environnementaux. Des sites écotouristiques, notamment 12 sites et plus de 30 circuits écotouristiques ont été créés, attirant plus de 3000 visiteurs par an. Ces efforts justifient la délégation obtenue du gouvernement en 2020 pour la gestion de la destination route des Tata, reconnu patrimoine mondial depuis 2023. Célébrer 25 ans, c'est pas seulement regarder le chemin déjà parcouru, c'est aussi poser un regard lucide sur les défis qui demeurent. Les défis qui demeurent. Eh bien voilà, disons un programme bilan. Oui, un programme bilan. Eco-Bénin. Oui, moi, j'ai juste envie de rajouter quelque chose. Oui. Parce que pour répondre à la question de comment est-ce qu'on amène le citoyen lambda à sortir, à faire... Cet été, moi, j'ai fait le tour du Bénin avec ma famille. J'ai partagé tous les jours les endroits où je découvrais. Mais ce qui m'a impressionné, c'était les questions. Ah, tu es sûr? Vous êtes en sécurité? Et vous trouvez où manger? Vous trouvez où dormir? Les gens ne s'imaginent pas de ce que nous avons à l'intérieur du pays. On est allé jusqu'à Niki, on a découvert des endroits magnifiques. Mais ce qui me fait plaisir aussi, c'est le nombre de personnes qui me disent « Est-ce que les vacances prochaines, tu peux embarquer nos enfants et tout ?» Donc, c'est pour montrer aussi qu'il y a de l'engouement. Ça intéresse les gens. Quand on il faut leur dire de prendre les dispositions. Exactement. Moi, je ne suis pas agent de voyage, mais bon, ça intéresse. Il y a quelques mois, on a organisé une activité pour des enfants pour aller dans la nature, pour découvrir, pour passer une journée en pleine nature. J'y étais, c'était très plaisant. Et tout le monde était intéressé. Donc, je pense qu'il y a un engouement. Maintenant, il faut qu'il y ait des offres qui permettent à ce que les populations trouvent ça facile à ce jour. Patrick, si vous permettez, avant que notre invité ne puisse nous dire merci, au revoir, est-ce que vous pouvez nous citer, nous proposer, puisque vous avez 30 sites touristiques, proposer au moins 4 pour le mois du consommation local où on pourra profiter, faire du tourisme également? Alors, tout près de chez nous, il y a Ouida,
Nous avons beaucoup de circuits écotouristiques là-bas pour découvrir non seulement les circuits phares, la route des esclaves, mais également nous avons travaillé avec la mairie de Ouidah à mettre en place un circuit qui permet de découvrir le patrimoine culturel de Ouidah. Plus loin, vous pouvez aller à Grand Popo pour découvrir l'embouchure, la bouche du roi, et également la mangrove, qui est également une révélation de la splendeur de notre pays. Mais je profite de cette antenne pour souligner l'importance pour notre pays dans cet effort de faire découvrir notre pays à préserver l'authenticité de notre patrimoine culturel et naturel. Puisque c'est ça qui fait notre différence, c'est ça qui fait notre originalité. Et il est important que tous nos efforts soient cristallisés autour de la préservation de ce patrimoine-là. Patrick Djossou, on doit faire un dernier bilan. Un dernier bilan. Je ne voudrais plus passer tout le temps sur... mais je voudrais juste qu'on retienne que le tourisme est en avance au Bénin. L'écotourisme a de l'avance au Bénin. Et le Bénin a pris le chemin des leaders. Le Bénin est vraiment parmi les pionniers, parmi les leaders pour l'écotourisme. Et Cotonou a été déclarée ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, je crois. Et donc Cotonou est en train de vouloir aller à la concurrence pour Kigali au Rwanda. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à Cotonou. Et puis, on a les Tata Somba déclarés patrimoine immatériel culturel à l'UNESCO. Les Tata Somba rejoignent les Guélédés, qui sont déjà patrimoine inscrits au patrimoine immatériel. Donc, ça fait beaucoup. Merci Patrick Djossou. On a du pain sur la planche. Non, je crois qu'il y a quand même un travail formidable qui se fait déjà par le gouvernement. On va demander donc à tous les Béninois de s'approprier les richesses touristiques de notre pays, de leur pays, pour découvrir davantage le pays. Allez, profitez de vos congés, des vacances et tout ça pour aller chaque jour un peu plus loin. Voilà, les exemples existent. Mesdames et messieurs, on va donc vous remercier d'avoir suivi cette rubrique. On va enclencher sur une autre juste après cette pause. Eh bien voilà, nous allons donc continuer cette émission pour retrouver une rubrique pas des moindres, je vous le disais en introduction, le portrait de Béninois qui réussissent, de ces personnes-là qui portent le pays dans une certaine dimension. Le Bénin donc qui est en mouvement, le Bénin qui bouge, je vais dire. Et ça va être avec Ghislaine Adimi. Ghislaine, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers amis téléspectateurs, Yasmine, Patrick. Ghislaine, bonjour. Marine, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Alors Ghislaine, ce matin, vous avez choisi de nous parler d'une femme. Exactement. Quand sport et études vont de pair, c'est le sujet de notre chronique ce matin. Nous vous proposons, comme le disait Alain tout à l'heure, un portrait, un exemple de success story. Vous la connaissez peut-être ou vous l'avez sûrement déjà rencontrée, soit sur un terrain de handball ou dans les couloirs d'un palais de justice. Vous devinez déjà de qui il s'agit. Bien sûr. Voilà, c'est bien Maître Clarisse. Akwavi Clarisse Ronzali, épouse Ngwedji. Elle fut une grande handballeuse. Je dirais qu'elle continue de jouer encore puisqu'elle est toujours dans l'arène, mais aujourd'hui en tant que responsable. Mais vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'elle est aujourd'hui une grande avocate confirmée au barreau du Bénin. Quand sport et études vont de pair, Clarisse Ronzali nous raconte comment elle a pu en arriver là. Du stade au barreau, comment ça se fait? Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une formule type non plus, c'est juste une question de cheminement, si je peux ainsi m'exprimer, à savoir que qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'était d'abord la première question qui est venue très tôt, sachant que très tôt également, j'ai découvert le sport, et particulièrement le handball, déjà au cours primaire, et que j'aimais bien.
Mais quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de dire que je serais journaliste ou avocate. Alors, quand j'ai eu mon bac, je n'ai pas la possibilité de faire le BTS comme beaucoup d'autres camarades. J'ai fait les concours d'entrée dans les écoles, ça n'a pas marché. Et du coup, quand j'ai regardé, entre autres envies que j'avais, ou bien, disons, entre autres projections professionnelles que j'avais dans ma vie, je me suis dit, bon, le seul choix qui s'imposait à moi, c'était de rentrer à l'université d'Abomey-Calavi et d'y faire le droit. Je me suis inscrite à la FADESP, 4e année de droit. J'ai fini et je réfléchissais encore, je disais, mais qu'est-ce que je fais finalement avec cette maîtrise en droit? Il fallait que je commence par chercher des stages. J'ai quand même eu la chance, en temps, quand j'étais en 3e année, de faire un stage de 2 mois en cabinet d'avocat. Et maintenant, je venais d'avoir la maîtrise. Il fallait donc réitérer. Vers qui aller? Quand un de mes cousins me dit, mais Clarisse, moi, je me dis peut-être qu'on peut quand même devenir avocat. Il dit, mais tu es sûre ici au Bénin? Il me dit, oui, nous étions en 2008, vraiment des enfants. Il me dit, oui, mais il y a les cours de CAPA qui se déroulent à l'école de police. C'était à combien? C'était à 150 000 francs. Ah, waouh! Où est-ce qu'il fallait trouver 150 000 francs? Et je peux ouvrir une petite parenthèse pour dire mais que j'étais une fille qui touchait quand même à un peu de tout. Parce que les vacances, il fallait les mettre à profit, faire de petits jobs, faire de petites ventes qui te permettaient quand même de cotiser. Et c'est ainsi qu'avec mon cousin à l'époque, on s'était lancé dans la vente des œufs frais. On a cotisé et puis je me suis inscrite au CAPA. Alors, parallèlement, quand je parle de cotisation, il y avait également ma vie sportive qu'il ne faut pas du tout occulter. Et quand je suis arrivée à l'université, je suis rentrée, j'ai commencé d'abord par ASA, Handball Club, qui était mon club formateur. J'ai fait une brèche très rapide à Baobab avant de me retrouver à Siamois. Et donc, j'ai fait mes 4 années du campus avec l'équipe de l'UAC. Non, disons plutôt mes 3 années, parce que quand je passais en 4e année, en temps, ça floppait un peu. Et je suis partie de l'UAC, l'équipe de handballeuses de l'UAC pour l'équipe de Flowers. Mais il fallait s'entraîner 5 fois par semaine pour avoir justement sa place sur le terrain. Et c'était vraiment dur. Alors, quand j'arrive donc à Flowers, j'avais cette possibilité d'avoir les frais de déplacement pour les entraînements, d'avoir également les primes de match. Donc voilà des sous qui m'ont permis quand même de réunir ce qu'il fallait pour m'inscrire au CAPA. Et voilà. Comme vous le constatez, on peut bien faire les études tout en pratiquant du sport. Et le sport aide même d'ailleurs. Donc c'est pour les parents qui disent encore aujourd'hui, l'enfant doit faire le sport, l'enfant doit se concentrer sur ses études. Et ce qui a retenu vraiment mon attention, Jocelyne, c'est quand Mme Hongbedi disait avec son cousin, ils ont monté un business de vente de frais. Et ils étaient tout jeunes. Ah ouais? Ça veut dire qu'on peut être à l'école, à l'université et faire son petit business à côté. Exactement. On est quand même nombreux à l'avoir fait. Moi, je me souviens, il m'arrivait de vendre, de faire les toffees. Ah, je vois pourquoi on a du tamarin à la rédaction. Ou du yaourt. Ou du yaourt à la rédaction. Je ne vends aucun secret. Oui, moi, j'avoue que moi, vous avez cette petite habitude. Je ne sais pas si c'est le sport qui donne cette fibre. Parce que moi-même, j'ai pratiqué. Vous avez été une athlète. Hein, et d'ailleurs, je vais vous inviter à suivre encore Maître Ronzali qui nous raconte un peu comment le sport a pu impulser en elle tout ce mouvement et à relever des défis. D'accord. J'ai été au certificat d'aptitude à la profession d'avocat 5 bonnes fois. Oui, 5 bonnes fois. La 5e fois quand je devrais y aller, quand je devrais m'inscrire donc en 2013, j'ai mis un peu de temps et je n'oublie jamais. En temps, je vais rentrer en cabinet. C'était le cabinet du bâtonnier Cyril Dicui. Je rentre en cabinet et je fais l'inscription parmi les tout derniers. Je ne sais pas ce qui se passe donc au niveau de la faculté.
Et nous étions un certain nombre dont les noms n'étaient pas sortis sur la liste de ceux qui se sont inscrits. Alors, le bâtonnier Djiki à l'époque qui coordonnait donc le CAPA pour le compte du barreau, il prend la liste des étudiants et il découvre que sa collaboratrice n'est pas sur la liste. Il m'appelle, il dit, mais dis-moi, toi tu t'es pas inscrite pour le CAPA? Je dis oui, je me suis inscrite. Il dit non. Tu m'avais déjà dit l'année passée quand tu as échoué que tu n'allais plus faire le CAPA. Je suis convaincue que tu t'es pas inscrite. Mais je te promets, si jamais je fais les recherches et nous allons revoir au niveau des fiches et si je constate que tu ne t'es pas inscrite, je te promets, Clarisse, je vais te pourchasser. Parce que tu as toutes les capacités, tu as tout ce qu'il faut pour être avocate. Mais j'avoue que ce jour, j'étais en pleurs. Je dis, mais non, monsieur le bâtonnier, je me suis inscrite. Je suis allée chercher donc mes quittances que j'avais fort heureusement dans mon tiroir au cabinet, que je lui montre. Je n'étais pas la seule dans le cas, on était un certain nombre. Et fort heureusement, la liste a été actualisée. Et je vais aller au CAPA cette année. Là, c'était donc la 5e fois. Et je vais réussir. Cette flamme qui vous maintient, ou qui maintient la vie, qui maintient la volonté, quelles que soient les difficultés. Et je l'ai souvent dit, je le dis encore, je crois que cette flamme, je l'ai cultivée au sport. Ce goût du défi, cette capacité à résister devant les difficultés, quoi qu'il en soit, je pense que je l'ai gagné au sport. Le handball, c'est un sport, si vous voulez, viril. C'est un sport viril. C'est un sport qui vous tient en haleine. Et quand vous faites un sport, quand vous faites du sport, vous travaillez pour gagner. Alors quand vous n'avez pas gagné, quand vous avez perdu, vous retournez vous entraîner, vous armez mieux pour revenir et cette fois-ci gagner. Ça, c'est la première base. La deuxième que vous devez nourrir tout le long de votre vie sportive, c'est quoi? Quand vous êtes sur le terrain et que le match commence, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, ce n'est pas la fin du match. Tout est encore possible. Tant que l'arbitre n'a pas fait pi, pi, pi 3 fois, c'est qu'on court jusqu'à obtenir gain de cause. Et donc, quand vous êtes handballeuse, c'est que tout de suite, au-delà de la technicité de votre performance, vous devez être endurant. Vous devez avoir l'esprit de solidarité. Vous devez pouvoir être emphatique parce que le handball, c'est un jeu collectif. C'est la résistance, c'est la défense, c'est l'attaque. Pour aller en attaque, vous avez besoin d'une certaine force. Pour rester en défense, vous avez également besoin d'une certaine force. Et ce n'est pas seulement la force physique, mais c'est d'abord la tête. C'est d'abord la psychologie à tenir du premier coup de sifflet jusqu'au dernier coup de sifflet. C'est la psychologie, la capacité à tenir devant l'adversaire qui également vient pour vous pressurer. L'adversaire ne vient pas, comme on a l'habitude de le dire sur le terrain, n'est pas venu pour vendre de la tomate. Le goût du défi, on nous l'inculque très tôt quand vous commencez le sport. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça a façonné non seulement mon être, ça a façonné mon âme. Et je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup résisté et que face au CAPA, j'ai tenu bon, quand bien même j'avais des difficultés. Voilà, elle a tenu bon, quand bien même elle avait des difficultés, elle a souligné le sport a forgé son mindset tout au long de son cursus scolaire et aujourd'hui encore tout au long de son cursus professionnel. Ce qui fait que malgré qu'elle soit avocate, qu'elle porte la toge, qu'elle a la toffe d'une personnalité, elle est encore sur les terrains du handball. Mais c'est vrai qu'elle ne joue plus, mais elle est responsable. C'est l'actuelle 3e vice-présidente de la Fédération béninoise de handball. Elle fait si bien tellement qu'on vient de lui renouveler encore son mandat pour 4 ans. Et puis, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que le sport a su forger son mental. Exactement. Elle parle de collectivité dans le jeu, de combativité dans le jeu. Et je pense qu'on ne va pas
disons, laisser nos enfants seulement se consacrer au sport juste pour remplir les notes à l'école, mais on peut en faire vraiment une activité. Et je vais conclure en disant que le gouvernement a su bien comprendre la chose aujourd'hui avec la promotion des classes sportives. Et on voit les résultats. On voit les résultats. Donc, ce qui doit aujourd'hui encourager les parents à laisser les enfants pratiquer du sport ou même à les encourager à pratiquer du sport. Merci à vous, Ghislaine Adimi. Le temps nous presse déjà. On va aller à l'autre rubrique. On reste ensemble sur le plateau. Mesdames, Messieurs, on l'avait dit, hein, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous donnez beaucoup d'informations de vous sans même savoir. Ces informations que vous donnez, que vous laissez à la place publique, est-ce que cela sert aux autres ou à vous? On va en parler dans cette rubrique. Marvin Promise. Moi, je vous appelle Promise. Bonjour, monsieur Alain. Non, appelez-moi Alain. D'accord, on est collègues. Marvin, bonjour, merci. Ce matin, vous avez choisi de nous parler des informations que nous mettons sur les réseaux sociaux. Oui. Merci pour la parole. Bonjour, Madame Yasmine. Bonjour, Madame Isley. Bonjour, Maïs. Mais Alain a refusé, il n'y a pas de monsieur. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient, qui nous touche tous, la sensibilité de nos informations personnelles. Une information personnelle, c'est déjà, en fait, les infos qui permettent de dresser notre profil, notre âge, notre mail, notre historique d'achat et souvent notre localisation, notre teint et tout ça. Et vous allez remarquer que souvent, quand on veut utiliser une application comme par exemple Gozem, on dit d'activer notre géolocalisation. Ou on veut utiliser une application de beauté, on nous demande de donner le type de peau qu'on a ou encore notre âge. On veut créer par exemple un avatar. Voilà, on veut créer un avatar. Voilà, donc les réseaux sociaux qui enregistrent tout, notre historique de navigation, comment on fonctionne, ce à quoi on pense et ce qu'on check à chaque minute. Alors, comment ces informations sont exploitées? Il y a la publicité ciblée. C'est comme on se retrouve sur Internet, on en fait la recherche de chaussures par exemple, on se retrouve à voir des publicités qui ont rapport avec des chaussures, on a fait la recherche de maquillage, on voit que les publicités qui ont rapport avec des maquillages. Et qui reviennent très souvent dès qu'on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a des entreprises qui s'appellent du data broking, en fait, qui revendent des données personnelles pour des fins de publicité. Ça permet en fait de faire des publicités ciblées en fonction de notre historique d'achat, en fonction de notre manière de nous comporter sur les réseaux sociaux. Et ces entreprises payent parce qu'on paye plus une publicité, on arrive quand même à cibler des personnes comme moi qui peut-être naviguent beaucoup sur l'entrepreneuriat ou des personnes comme Madame Yasmine qui naviguent beaucoup sur un domaine donné. Donc ces données-là sont revendues pour pouvoir être exploitées dans le cadre d'une publicité ciblée. Ensuite, il y a le piratage et les fuites de données. Il y a beaucoup de données personnelles, en plus d'être revendues, ça fuite. Il y a des personnes qui utilisent nos photos, nos mots de passe pour créer d'autres profils, de faux profils, et se faire passer pour nous. Et je pense que les conséquences ne sont pas négligeables. Il y a l'arnaque personnalisée. Je pense que la dernière fois, il y a eu une histoire là, au Nigeria, où une personne s'est fait passer pour Brad Pitt. Et a arnaqué plus de $5,000 à une dame au Nigeria. Parfois, nous-mêmes, on laisse passer des informations sans le savoir. Justement. La semaine dernière, j'ai vu une dame qui dit, ben voilà, moi je suis en train de voyager, je quitte votre pays. Et elle a posté la photo de son passeport et du billet d'embarquement, la carte d'embarquement sur laquelle il y a le code QR. Et résultat, quand vous flashez ça et que vous étudiez, vous savez où elle va, à quel moment le vol va se passer, où elle va atterrir, la distance et tout. Elle a donné son nom, prénom, des informations. Elle ne se rendait même pas compte que, juste avec cette photo, elle vient d'envoyer toute une multitude. Elle pouvait en fait elle pouvait non seulement rater son billet d'avion, une personne pouvait déjà aller sur place, se faire passer pour elle, et elle pouvait être victime, peut-être s'il y avait un braquage, elle peut être victime d'un braquage. Et donc, il faut faire attention à ce que nous donnons. Attention. Ensuite, il y a l'étude de Kayed Hassine, Agence des systèmes informatiques et numériques, qui a montré dans son rapport de 2021-2024 qu'il y a près de 800 vulnérabilités et il y a près de 832 mots de passe fuités. De 2021 à 2024, il y a près de 832 mots de passe qui ont fuité. Donc, en mode, nous sommes là, mais on peut être... notre téléphone peut être dans notre main, mais on peut se voir, en fait, être détourné de A à Z.
parce qu'on affiche beaucoup de choses sur les réseaux. On pose les codes QR, effectivement, c'est la traçabilité. Et je propose aux gens de faire l'effort de lire les conditions d'utilisation des applications. Et avant d'accepter les cookies aussi, il faut essayer de lire un peu. Marvin, parfois c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Et parlant justement des réseaux sociaux, on voit qu'entre Gabonais et Béninois, la température s'est calmée entre-temps, puis après ça a remonté, c'est parti de plus belle. Le gouvernement béninois a réagi et le gouvernement a sorti un communiqué dans lequel il dit ceci: le gouvernement de la République du Bénin suit avec préoccupation la multiplication des invectives et propos outranciers échangés entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, notamment à l'égard des autorités des deux pays. Il appelle le gouvernement, donc chacun à la retenue et à une communication responsable et respectueuse. Le gouvernement du Bénin rappelle que les peuples béninois et gabonais entretiennent des relations fraternelles qu'il convient de préserver. Les autorités béninoises garantissent la sécurité et la protection des citoyens béninois sur le territoire national, comme les autorités gabonaises assurent celle des citoyens béninois en terre du Gabon. Le gouvernement béninois informe que des poursuites, et là, c'est là que ça devient intéressant pour nos amis les TikTokers et influenceurs qui se sont donc autoproclamés juges et qui sont agités un peu partout. Le gouvernement vous dit ceci, et il vous informe que des poursuites judiciaires seront, ce n'est même pas pourraient, hein, le gouvernement dit seront engagées, c'est affirmatif là, très bon, conformément au code du numérique en vigueur en République du Bénin, à l'encontre de toute personne proférant des invectives ou des propos outranciers, pour faire terre à tête des injures, à l'encontre des autorités ou incitant à la haine. Que vous soyez béninois ou gabonais, que vous insultez les autorités béninoises ou gabonaises, vous savez ce qui vous attend. Le gouvernement de la République du Bénin exhorte enfin l'ensemble des citoyens à privilégier l'appel à la tolérance et le respect mutuel dans l'intérêt des deux nations. Et donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour la paix et non pour chercher le buzz et détruire les deux nations. Oui. On va à la conclusion, Marie. Oui, bon, c'est comme je disais la semaine dernière, c'est pas parce qu'il y a une situation qui fait du buzz qu'on doit se mettre dessus et donner son opinion. On n'a pas la légitimité de donner son opinion sur une situation qui touche au corps institutionnel ou au corps gouvernemental. Merci beaucoup, Marvin. Je crois que le message est passé. Oui. On va revenir là-dessus. Chers amis, chers confrères et chers collègues, on va donc se dire bonne journée, c'est ça, hein? On va accueillir celui qui nous aide à boucler la boucle. Vous me libérez pour recevoir Marcel? Ah, je vous libère. Je vous libère, ma rasta. Allez, Marcel Arossi va s'installer pour nous parler de ce qui fait l'actualité au Bénin aujourd'hui. Voici le tapis qu'il installe. Marcel Arossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Heureux de vous revoir. C'est un grand plaisir. Alors, ce week-end, vous nous dites que le secteur agricole s'est exprimé. Le nom de l'agriculture comme un champ de reconnaissance et de promesses. L'autre quotidien célèbre un secteur agricole qui, sous la méthode Talon, s'est façonné une autre stature, une stature d'exemple. Il raconte Porto Novo comme le théâtre d'une cérémonie de gratitude. Dossa à Guémont, entouré de ses pairs, salue 10 années de sacrifices et applaudit des prouesses encore inachevée mais déjà porteuse d'expérience. Le quotidien exalte un triptyque, la rigueur de Talon, la marque d'Ossoui et l'amour de Wadaï, comme un triptyque sacré. Il érige ces trois noms en piliers d'un édifice agricole solide et le ministre d'Ossoui, reprenant le flambeau, martèle: la méthode Talon est faite de souffrance, mais une souffrance féconde, celle qui accouche des résultats inattaquables. Le matinal durcit le ton et se projette vers l'avenir. Il rappelle l'investissement colossal, 140 milliards de francs CFA injectés pour les engrais, la résurrection de vieux tracteurs, la naissance de nouvelles interprofessions, le bond spectaculaire de la production risicole, l'ascension du coton au sommet africain. Il détaille des chiffres comme des trophées brandis au soleil, riz multiplié par 3, maïs flirtant avec les 2,6 millions de tonnes, ananas doublé de volume, et là encore le mot d'ordre, méthode. Une méthode qui forge, qui transforme, qui transmute la souffrance
en résultat. Et Gasquiani Info nous conduira loin des champs de coton et des plaines de maïs. Elle nous entraîne dans les cafés feutrés de Paris, les ruelles bruyantes de Marseille, jusque dans ces salons d'Europe où l'exil béninois se réunit pour murmurer des questions qui brûlent les lèvres. Le journal interroge presque comme un cœur antique et maintenant, que vont-ils faire? Ils nomment les frères de l'Axe SA, l'homme d'affaires au pragmatisme libéral, LS, l'héritier au poids symbolique, KK, le tranchant irréductible. Il décrit leur dilemme comme une tragédie politique. Soutenir Romuald Wadaini, c'est reconnaître sa compétence mais renoncer à une opposition frontale. Le combattre, c'est risquer de diviser et d'offrir au pouvoir une victoire toute tracée. Le quotidien met en scène 3 scénarios comme autant d'actes possibles d'un drame national. Le ralliement tactique improbable, mais pas impensable, où l'exil se résigne à pactiser avec l'ennemi pour conjurer pire menace. L'opposition frontale est divisée, la plus probable d'ailleurs, mais la plus suicidaire. L'alternative unifiée, l'utopie redoutable où les égos se brisent pour donner naissance à une opposition crédible, bipolaire, mais enfin mature. L'article insinue que la diaspora n'est pas qu'un écho lointain, elle est un laboratoire politique, un miroir grossissant où se lisent les fractures, les ambitions et les peurs. Gasquiani Info observe ces silences lourds comme des orages, ces appels téléphoniques traversant les frontières comme des fils tendus entre l'Europe et le Bénin. Chaque mot prononcé, chaque hésitation pèse déjà dans la balance de 2026. Marcel Rossi, la presse ce matin s'intéresse également à la conférence internationale sur la nutrition. La bataille du développement africain ne se jouera pas seulement dans les mines, les ports ou les banques, elle se jouera dans l'assiette des enfants, dans le bol quotidien des familles. Le quotidien de ceux de service public saisit la parole présidentielle comme un flambeau et l'élève au rang de manifeste. Il ne rapporte pas seulement un discours, il déploie toute une vision. Patrice Talon insiste, la nation, quotidien de service public, n'a pas simplement parlé nutrition, il a désigné la clé du développement, il a montré que le destin d'une nation se joue dans l'ombre d'un ventre maternel, dans la fragilité des 1000 premiers jours. Et là, dit-il, se forgent les capacités cognitives, ce trésor invisible qui fonde la richesse humaine. Fraternité, de son côté, salue l'événement comme une fierté nationale et compte les fruits de cette mobilisation. Sous ces lignes, le Sofitel Hôtel devient Agora International où experts, ministres, partenaires et Nobel d'économie se sont donné rendez-vous pour partager, comparer et projeter. Fraternité met en valeur la réussite béninoise, 442,5 millions de dollars d'engagement, soit 126% des attentes initiales. Le journal souligne la pédagogie du gouvernement qui a su convaincre, séduire, mobiliser tout simplement. Le journal décrit une diplomatie par l'exemple, une influence par la preuve. Merci à vous, Marcel Rossi. On vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, c'est ainsi qu'on va boucler la boucle de ce numéro 11 de la nouvelle saison de votre émission Bonjour le Bénin. Merci de nous avoir suivis, chers collègues. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Oui, avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir réveillé ce matin. À demain.